Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mizan TV. Nous organisons une émission spéciale sur un sujet intitulé L'antiracisme alimente-t-il la victimisation? Pour échanger sur ce thème, nous sommes en présence de deux invités de qualité. Messieurs, bonjour. 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 Je vais vous laisser vous présenter succinctement à nos spectateurs. Wissam Gzelka, militant décolonial, streamer aussi. Je suis à Parole d'honneur et à Zawaprod. Beko Tabula, avocat et fondateur du média La Librairie Africaine. Est-ce que tu peux rapidement développer ton fond idéologique? Je dirais, ça serait plutôt beaucoup les théories décoloniales, antiracistes, avec un grand angle marxiste. Ouais, personnellement, je me définirais comme un marxiste décolonial. Pas un islamo-gauchiste? Ouais, il y a d'autres qui disent ça. C'est l'autre manière de parler de la manière sérieuse de dire islamo-gauchiste, c'est marxiste décolonial. Beko? Moi, je me définirais comme un panafricain, c'est-à-dire je travaille ardemment à réunir un maximum d'afrodescendants et à développer une volonté de puissance sur le terrain intellectuel, sur le terrain économique et sur le terrain social et culturel. Alors, Wissam, Ouais. on va commencer par vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le racisme et l'antiracisme politique? Ça, c'est une question très importante parce que j'ai l'impression que tout le monde a des définitions très différentes du racisme. Et je pense il faut sortir de l'idée qu'il y a une définition unique et objective de ce que c'est le racisme et de n'importe quel concept, et que c'est un combat pour imposer une définition du racisme. Et pour nous, le racisme, c'est une manière d'organiser le monde qui a divisé l'humanité en catégories raciales et qui a hiérarchisé ces catégories raciales. C'est-à-dire que le blanc, on a créé le blanc, on a créé le noir, on a créé l'asiatique, et en plus, ça évolue au fil des ans, au fil des années et tout, c'est dynamique, ce n'est pas arrêté, et on a décidé qu'il y avait une hiérarchie entre ces catégories raciales, et que la supériorité venait aux blancs, et que les autres étaient des catégories inférieures, sachant qu'il y a aussi une hiérarchie dans ces catégories inférieures. Et donc, pour nous, le racisme, c'est cette organisation-là de la société, qui fait que les blancs vont avoir tendanciellement des avantages matériels, et les non-blancs vont avoir des désavantages. Et pour nous, l'antiracisme politique, c'est notamment avoir cette analyse-là, qui n'est pas une analyse morale et individuelle, avoir le racisme seulement comme je sais pas, comme une intolérance, comme un irrespect de l'autre individu, seulement dans une truc interindividuel. Parce que là, on pourrait parler par exemple de racisme anti-blanc, mais vraiment comme un système mondial d'organisation du monde. Et donc l'antiracisme politique va dans cette opinion-là et ne s'attache pas seulement aux relations interindividuelles, mais questionne les structures. Le Voilà. système, c'est Le ça. système, oui. Après, ouais, moi, je préférerais parler de structure, mais on peut parler de système. Voilà. Et le côté très institutionnel et d'organisation de l'ensemble de la société, et de voir que c'est pas seulement des agressions, mais c'est aussi tout un imaginaire. Et c'est un imaginaire qui nous possède tous. C'est-à-dire que même en étant raciste, on a été pénétré par ces idées racistes, Même par en cette étant vision. antiraciste? Ouais, pardon, même en étant antiraciste, on a été pénétré par ces idées racistes, et on a cet imaginaire du monde divisé selon des catégories raciales. Beko, est-ce que vous êtes d'accord sur cette définition du racisme et comment vous vous positionnez par rapport à l'antiracisme politique? Je suis totalement d'accord avec cette définition. J'y souscris de bout en bout. Après, comment je me positionne par rapport à l'antiracisme, c'est que moi j'ai coutume de dire que le racisme n'est pas mon problème. C'est-à-dire que si quelqu'un épouse cette idéologie et pour rejoindre Wissam a le sentiment qu'il est supérieur à moi ou supérieur au mien, ça le regarde. Donc je vais pas me battre pour le convaincre qu'il a tort ou pour essayer de le rééduquer sur la pensée qui est la sienne. Je lui laisse sa pensée, c'est son problème le racisme. Par contre, si par exemple, comme à l'époque des skins, tu t'en prends à moi parce que je suis noir et que je suis dans Paris, si tu me tapes, je vais te taper, ça s'appelle la légitime défense. Mais je vais pas aller dans une logique de me laisser mourir parce que je vais te laisser avoir raison sur ta pensée. Par contre, si ta pensée n'a pas d'impact sur moi, sur mon quotidien, à ce moment-là, je te laisse faire ce que tu as à faire et je cherche pas à convaincre les âmes perdues. C'est pas mon objectif. Je sais pas si je peux rebondir sur Bien ça, sûr. mais ça, c'est une perspective intéressante parce que, en fait, c'est aussi ça dans l'antiracisme politique, c'est que ça balaye un peu l'idée de éducation interindividuelle. C'est-à-dire que je vais perdre du temps à discuter pendant 2 heures avec un raciste et pour lui prouver que moi aussi j'ai une dignité, moi aussi on est au même niveau. Et on pense que le combat ne se place pas là, mais se place sur les questions de pouvoir, de prise du pouvoir.
C'est Là, je en vois. ayant les institutions en main qu'on pourra vraiment changer les mentalités. Et sur le truc de un raciste, ça me dérange pas, ça me fait penser à la phrase de Carmichael qui s'est ensuite renommé en Kwame Touré. C'est l'idée que s'il y a quelqu'un qui est raciste, ça me dérange pas tant qu'il me dérange pas. Par contre, Exactement. quand il a le pouvoir vraiment de me déranger, ça Exactement. devient mon problème. Mais c'est Exactement. justement, je trouve qu'on est justement dans cette situation-là où les racistes ont le pouvoir en main de nous déranger dans notre vie quotidienne. Et c'est là qu'on va peut-être se rejoindre. C'est que quand on a des institutions qui sont gangrénées par cette pensée raciste, moi j'aime bien dire la suprématie blanche, qui joue avec les catégories sociaux et les catégories dites raciales, même si cette expression me dérange, mais quand on parle de racisme, on peut pas faire l'économie de parler de race, bah là il faut faire bloc face à la suprématie blanche. Je vais donner des exemples concrets pour qu'on voit exactement où est-ce que je veux en venir. Quand il y a des policiers racistes, je dis pas que tous les policiers sont racistes, je dis que certains policiers le sont. Il faut faire bloc face à ces policiers-là, sans jeter l'opprobre sur l'intégralité de la police. C'est là que moi, par exemple, les slogans comme "la police tue", ça me dérange. Parce que bien souvent, pour en avoir parlé avec le député Carlos Bilongo, à qui je transmets mes salutations les plus distinguées, le slogan empêche la réflexion. Et le slogan englobe tout le monde. On ne peut pas reprocher, notamment au système raciste, de nous essentialiser en tant qu'arabes et noirs, et faire la même chose quand on veut les combattre, et dans l'essentialisation de ce qu'ils sont. Je n'essentialise pas tous les blancs, et je n'essentialise pas tous les policiers. Mais il y a des policiers racistes, faut le dire. Sur cette question de la police, est-ce que vous pouvez rebondir? Ouais, je savais pas si on voulait aller tout de suite là-dedans, mais je trouve que c'est peut-être des désaccords qu'on a sur les lignes et tout. En fait, justement, des slogans comme "la police tue", ça ne cherche pas à dire que tous les policiers, en fait, tous les individus qui sont policiers sont en soi mauvais. Je pense qu'un individu qui est policier, en dehors d'être policier, peut être quelqu'un de très gentil. Moi, j'ai des amis qui ont été policiers. Donc, moi, il n'y a pas une essentialisation là-dedans où on considère que l'individu policier est fondamentalement mauvais. Par contre, on pense que l'institution telle qu'elle est, l'institution policière, surtout dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, dans une société capitaliste dominée par la bourgeoisie, cette institution policière est fondamentalement raciste et a fondamentalement un fonctionnement qui est raciste. Et c'est là où on sort de l'essentialisation et on peut aussi avoir un discours à l'égard des gens qui sont dans l'institution policière, c'est que de toute manière, quand on va travailler dans cette institution policière et toutes les enquêtes le montrent, on va avoir tendanciellement des comportements racistes parce que toute l'institution fonctionne comme ça. Et il y a eu plein d'enquêtes de journalistes qui ont fait un peu l'idée que je vais devenir policier et je vais faire un peu un journal intime de ce que c'est et tout. Et ils montrent que petit à petit, dans la police, soit tu te fonds dans le groupe et tu as un fonctionnement raciste, notamment dans les contrôles, dans les insultes, dans la vision des gens, soit tu te tais, tu dis rien, tu es en silence, mais tu vis une situation qui est extrêmement inconfortable. Donc pour nous, c'est de dire, en fait, c'est de montrer, c'est jamais viser les individus en tant que tels, mais de montrer comment l'institution pousse les gens à être racistes et défend le fonctionnement, les policiers racistes parce qu'ils ont besoin de ça. Et en fait, c'est la réflexion de à quoi sert la police. Et je pense que la police aujourd'hui sert notamment, mais pas seulement, à mater les quartiers populaires, à faire en sorte que les Noirs et les Arabes restent bien tranquilles, ne se révoltent pas, n'aient pas l'outrance de penser par eux-mêmes et de s'organiser. Je pense que ça fait partie des fonctions de cette institution. Moi, je suis d'accord avec la notion de structure qu'il faut analyser. On ne peut pas faire l'économie des individus qui la composent. C'est pour ça que je dis que quand on dit "la police tue", nécessairement ça discrédite un peu la pensée complexe que tu viens d'avoir sur une minute, en expliquant que la structure engorge et abrite une idéologie qui elle-même, après, peut être illustrée par des comportements de policiers ou pas. Parce que tu l'as dit, qu'il y a des policiers qui peuvent résister, se mettre de côté, et du coup se retrouver dans une situation un peu sous-marginalisée. Ouais. C'est-à-dire que ils peuvent avoir leur libre arbitre et avoir un comportement qui n'est pas raciste. Et c'est pas automatique. Parce que moi, ce qui me dérange, par moments, c'est les raccourcis qu'on peut avoir, donnant l'impression qu'on a affaire à une police de l'apartheid aux États-Unis ou à l'apartheid en Afrique du Sud. On n'est pas à ce niveau-là quand même. Faut raison garder. Parce que si on arrive à dire, oui, le problème c'est la police raciste, qu'est-ce qu'on va dire de la police de l'apartheid aux États-Unis ou en Afrique du Sud? Quel mot on va employer? Parce que on met tous au même pied d'égalité, faute de culture ou de nuance, et du coup, notre pensée n'est pas propre à ce qu'on vit en tant que contemporain et à ce qu'on expérimente. Moi, je sais qu'aujourd'hui, en tant que noir en France, ma réalité n'est pas la même que certains Algériens dans les années 70, ou même en 61, quand ils se baladaient et qu'ils pouvaient pas manifester librement, et qu'on les avait jetés par-dessus bord lors de cette manifestation où il y a eu des cadavres jusqu'au port du Havre. Tu vois? Donc je me dis, il faut qu'on prenne le temps à la fois de dénoncer ce qui va pas, de manière claire, nette et précise,
et aussi de nuancer pour pas caricaturer notre réflexion. Ce que vous dites, Mbeko, c'est que finalement, l'antiracisme politique a obtenu des victoires au fil des décennies. Mais bien sûr. Quelles ont été ces victoires, Wissam? Bah, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dire qu'il y a des violences policières aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les violences policières ont toujours été les mêmes et elles sont au même degré que dans le passé. Mais nous, on parle de continuum. C'est comme quand on parle de colonisation, d'État colonial. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr que nous, en tant que Noirs et Arabes vivant en France, on n'est pas dans la même situation que les colonisés du siècle dernier. Alors que, bon, petite parenthèse, il y a aussi une situation encore coloniale. On pourrait parler de la Kanaki, on pourrait parler de la Martinique. Il y a encore un État colonial. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas le cas. Mais c'est pas parce que, je veux dire, comme le journaliste l'a souligné, c'est qu'il y a eu des évolutions qui sont dues au combat de nous-mêmes. Bien sûr. Je veux dire, des conquêtes. Voilà, c'est des conquêtes. On n'a jamais dû compter sur la police pour changer. Ah non. C'est qu'il a fallu forcer pour les changer. Bien sûr. Et je voudrais signaler que la police continue à tuer. Pas à un degré aussi violent que dans le passé, mais elle continue à tuer. Il y a encore des Noirs et des Arabes qui sont tués. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même là en Angleterre, il y a eu un Blanc qui a été tué. Mais c'est encore le fonctionnement de la police. Les fachos veulent récupérer ça. Mais faisons un questionnement sur comment marche la police, quelle est sa fonction, comment elle n'est pas utile, comment elle conduit à la mort plusieurs personnes. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est de montrer ça. Et d'avoir aussi des propositions plus tard, d'avoir des analyses sur ce fonctionnement-là. Et donc, sur le combat, parce qu'en plus, sur l'antiracisme, la police a été quelque chose de central. C'est-à-dire que ça a été un des éléments qui a beaucoup rassemblé, et encore aujourd'hui. On l'a vu il y a quelques années avec le comité Adama, mais même dans les années 90, même avant, les meurtres policiers, ça a été quelque chose de très important, parce que c'est peut-être le symbole le plus spectaculaire du traitement des Noirs et des Arabes. Ça ne se résume pas à la police, mais le fait d'être non seulement tué, mais parce qu'on résume beaucoup à tuer, mais contrôlé, humilié, insulté, fait partie, montre en fait pour les gens que les Noirs et les Arabes sont traités comme des citoyens de seconde zone. Donc effectivement, il y a des changements, il y a des évolutions, parce qu'on a lutté pour ça, il y a des améliorations. Par contre, il y a le risque que ça empire, hein. Moi, je ne crois pas à l'idée de progrès tout le temps. On va toujours vers des choses qui sont meilleures. Là, on a un retour fasciste, on a des retaillots et tout. C'est possible que, même aux États-Unis avec Donald Trump, on regarde ICE. Bien sûr. C'est assez. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à dire. Ok, on n'est pas comme avant. Acquis, hein. Voilà, rien n'est acquis et il y a des dangers qui sont là. Non, Selon vous, Mbeko, comment vous critiquez un petit peu la méthode antiraciste dans ce domaine-là? Et vous, comment vous auriez fait et comment vous feriez aujourd'hui à la non, je critique pas la méthode. Parce que je pense qu'il faut se mobiliser. Sur les slogans, vous critiquez? En fait, ce que je critique, c'est par rapport à la caricature. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce que dit là, Wissam, c'est important de souligner les progrès qui ont eu lieu. Et c'est pas le camp d'en face qui nous les ont donnés. C'est que nous les avons arrachés. Nos aïeux, nos ancêtres ont arraché ces progressions. Et ça, c'est indiscutable. Moi, ce qui va me déranger, c'est quand on est dans des logiques où, par raccourci, ou par paresse, ou par flemme, ou les trois, on va tout de suite caricaturer le camp en face et nous discréditer par la même occasion. Parce que moi, je pense que celui qui caricature, c'est quelqu'un qui se discrédite. En termes de réflexion globale. Après, on peut faire des slogans parce que de temps en temps, on est dans la punchline. Il y a besoin. Bien sûr, on est dans l'humour. Le slogan de la librairie africaine, c'est lire ou mourir. Donc, je suis le premier. Il n'y a pas de souci. Mais il faut garder en tête que lorsqu'on aborde un sujet de manière sérieuse et qu'on a la chance d'avoir cette visibilité-là, on a une responsabilité vers les femmes et les hommes qui nous suivent. Et si on rentre dans des logiques caricaturales, c'est en réalité offrir un fast-food intellectuel qui, moi, me déplaît. Donc c'est quelque chose que je reproche à certains antiracistes d'être dans des logiques de pensée un peu trop rapides et de pas prendre le temps d'expliquer réellement la complexité du réel. Parce mais que tu trouves que c'est pas fait ce travail-là, c'est ça? Tu penses qu'il y a un manque de travail sur, en dehors des slogans, un développement théorique sur qu'est-ce que ça signifie? Ah ouais, moi je pense. Moi je pense que tu vois, par exemple, on parle souvent de la gauche, Mélenchon, on dit qu'il récupère les Arabes et les Noirs. Bon, on en pense qu'on veut, mais je trouve que ce côté pédagogie, ce côté débat, réflexion, analyse, ils l'ont pas assez. À Mélenchon, chez Mélenchon. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'explications sur les portées décoloniales, sur les portées antiracistes et sur la dimension globale que ça comporte. Parce que, tu vois, moi j'entends très peu Mélenchon se positionner sur la Kanaki, sur les Antilles. Pour moi, c'est un angle mort de leur réflexion. Oui, bien sûr. Bah, la France des 5 continents. Voilà. Donc, tu peux pas, à un moment donné, parler de créolisation
prendre ce qui t'arrange dans la Ouais. pensée de glissant, parce que c'est quelque chose qui va te permettre, toi, de fédérer des gens, et de pas questionner la réalité de ces gens dont tu utilises le concept. Donc c'est un opportunisme, moi, qui me dérange. Mais là, on parle de la France insoumise. Oui, bien sûr. Mais parce que c'est un mouvement qui a quand même vocation à peut-être prendre le pouvoir, et qui se définit aussi comme antiraciste. Oui. Et je trouve que c'est assez rigolo d'être antiraciste sans se soucier du sort des gens que tu souhaites représenter. Quand tu dis que tu es antiraciste, mais tu te soucies pas de l'indépendance de la Kanaki, de l'indépendance des Antilles, de l'indépendance de Mayotte, et que tu t'interroges pas sur le CFA, sur les bases militaires françaises en Afrique. Bon, le vrai angle mort, ce serait plutôt ça. Hein. Oui, mais pour moi, c'est global. Oui, C'est-à-dire que l'angle mort, il passe sur la monnaie, donc le franc CFA, il passe aussi sur les bases militaires, Ah oui. sécurise le pillage des ressources, des matières premières qui sont pas transformées. Donc tout ça, ça englobe une pensée qui, pour moi, si on est vraiment dans une logique soucieuse et non pas instrumentaliser la cause antiraciste, on passe par là, c'est la base. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, ce serait plutôt une critique à l'égard de la gauche française. Mais Oui, moi, oui, ça me fait la citation. Vous avez reçu à la librairie africaine Hamzat Boukari Yabara, Oui. et qui disait que la gauche française, elle est française. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Ce qui fait, la formule est incroyable, mais ce qui fait que c'est difficile pour eux de remettre en question la France-Afrique et tout. Après, sur les pour moi, antiracistes, c'est la preuve de la crédibilité. Pour moi, Ah tu es oui, bien crédible. Si tu te soucies réellement du sort des Arabes et des Noirs, et que tu ne te soucies pas de leur indépendance. Les Arabes et les Noirs français, peut-être. Ouais. Oui, mais pour moi, il y a une continuité, parce que nos familles sont aussi de l'autre côté. On peut pas se couper de ce que nous sommes. Mais justement, j'ai deux notions à aborder en début d'émission, là. C'est la notion de nation, de nationalisme, et la notion de peuple. D'abord, je vais vous donner une définition du nationalisme. Donc, il s'agit d'une idéologie politique qui se définit comme le droit d'un peuple à exercer sa souveraineté et de déterminer sa destinée historique sur son territoire. Je vous épargne la définition de Ibn Khaldoun. Wissam, est-ce que vous pensez que le nationalisme est une idéologie politique légitime ou est-ce que vous pensez qu'il faut s'y opposer? Le nationalisme, historiquement, est extrêmement tendancieux parce que ça a toujours, dans son immense majorité, surtout dans les pays du Nord, dans lequel on évolue, ça a toujours servi des idées xénophobes, racistes, patriotiques, servi à la guerre. Ça, je fais l'analyse sur les pays du Nord parce que dans le Sud, c'est encore différent parce qu'on est dans une autre logique, des pays qui étaient colonisés, qui étaient sous domination occidentale. Donc là, le nationalisme avait un certain sens. C'était le concept de nation. Qu'est-ce que vous pensez? Après, en fait, ça dépend du contexte. Moi, je suis contre des analyses qui seraient absolues en tout temps, en tout lieu, et l'usage qu'on peut en faire. Nous, on essaye de réutiliser ce concept de nation dans un certain contexte qui est celui de la France aujourd'hui dans l'Union européenne, où on pense que par rapport à l'Union européenne, qui est antidémocratique, qui est aussi raciste, hein, qui alimente toutes les politiques xénophobes, le contrôle des frontières, Frontex, des politiques dégueulasses, et aussi qui empêche les États de l'Europe d'avoir des politiques qui soient souveraines, et notamment d'avoir des politiques de gauche, en fait, parce que les États sont souverains pour pouvoir des politiques de droite, parce que ça rentre dans la droite ligne de l'Union européenne. On pense que par rapport à ce contexte-là, il faudrait aller dans des discours plus sur... Alors, le terme nation, mais nous on va préférer le terme de souveraineté, où effectivement il y a des contradictions, et face à ces contradictions, on pense qu'une France libre de la domination européenne aurait plus de capacité, s'il y avait un Mélenchon au pouvoir par exemple, de mettre en place ces politiques. Par contre, il faut manier ces concepts avec beaucoup de précautions, beaucoup d'attention, parce que ça peut vite dériver vers des discours qui sont patriotiques. Et en fait, on prend en compte aussi de qu'est-ce que ça représente pour les classes populaires. Et nous, là où ça nous avait fait réfléchir, c'était pendant les Gilets jaunes, où on a vu que le drapeau français a beaucoup été mobilisé. Notamment par des Gilets jaunes qui, au départ, avaient des idées un peu conservatrices, racistes, ce qui est normal, hein, on est dans un pays raciste, mais qui évolué petit à petit vers des questions un peu antiracistes, on l'a vu avec les violences policières. Et on s'est dit que c'était peut-être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ces objets-là, ces concepts-là, et s'ils peuvent être retournés, travaillés dans un concept plus émancipateur. Pour moi, l'exemple tout simple de, par exemple, la nation française et de la fierté d'être française, ça veut dire quoi être fier d'être français? Et quelles sont les figures que tu mobilises dans la fierté d'être française? Par exemple, être fier d'être français, on pourrait être fier d'être, plutôt que d'être fier d'être Pétain, Napoléon ou De Gaulle, Louise Michel. Voilà. Figure française Louise Michel, anarchiste, qui a été déportée en Kanaki, et qui, en Kanaki, a décidé de rejoindre la lutte des Kanaks. Et on se dit que peut-être que là-dedans,
dans l'imaginaire français, dans la nation française telle qu'elle a été conçue, il y a peut-être des choses à mobiliser. Mais ça, c'est vraiment des réflexions qu'on a en ce moment, et ça veut pas dire que c'est terminé. Mais on est obligé de faire attention à ça, quoi. Très bien, vous disiez que la France est un pays raciste. Qu'est-ce que vous en pensez, Mbeko? Vous, c'est nous deux, ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est encore un raccourci, mais on va développer. Moi, je pense pas que la France, en tant que telle, parce que qu'est-ce que ça veut dire la France? Est-ce qu'on parle de la population française? Est-ce qu'on parle du territoire hexagonal? Est-ce qu'on parle des institutions? Est-ce qu'on parle de la police? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot la France? Moi, quand je parle de la France, je parle de la population. Je parle d'abord de la population. Après, je parlais des institutions, parce que je fais la distinction entre les deux. Je pense que dans la grande majorité, la population française n'est pas raciste. Je pense très sincèrement. Oui, Sam. Bah, Et après, on n'a pas de moyen de vérifier. ouais. Non, mais Il y a après, les élections, on va dire, même s'il y a une très forte abstention. bah, après, ça Ah oui, l'abstention est très très importante. Si le vote blanc était comptabilisé, je pense qu'on prendrait tous des gifles. Mais après, je veux dire, c'est toujours le sujet de qu'est-ce qu'on entend par raciste ou pas raciste. Je pense que déjà dans notre conception à nous du racisme, on est tous imprégnés de cette idéologie raciste. C'est-à-dire qu'on a tous notre imaginaire raciste. Je veux dire, moi, c'est souvent la blague que je fais. C'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé, je vois un barbu avec un sac dans le métro, il fait, oh putain, imagine, il a une bombe. Ouais, Tu vois, bien sûr, bien t'as sûr. des trucs comme On ça. a un Je inconscient. veux dire, il y a un inconscient et 2 secondes après, tu fais, non mais, Tu te ressaisis. voilà, tu te ressaisis. Donc il y a toujours ça. C'est le matratage médiatique qui Oui, il y a fait le, que mais pense non, mais comme ça. on a Les grandi. films, les séries, on a été biberonnés à ça. Mais on a grandi dans ça, mais on a grandi aussi dans la supériorité de la civilisation occidentale, Bien sûr. la France des Lumières qui doit apporter ses savoirs aux populations du Sud. On a grandi là-dedans. Donc, dans ce sens-là, un peu large, tout le monde est raciste. Après, nous, on fait la différence entre ceux qui militent politiquement ou qui vont agir politiquement dans ce racisme et ceux qui vont pas le faire. Sur la France aujourd'hui, je pense que la population est tendanciellement moins raciste que les élites. Tout le champ médiatico-politique qui pousse vers cette tendance-là. La population est mélangée aujourd'hui. Et En oui, France. et après, en fait, il faut voir aussi les distinctions de race, de classe au sein de la population. Il y a différents, en fait, il n'y a pas une population française homogène. Il y a des contradictions internes et donc il y a une différente pénétration du racisme. Par contre, j'ai quand même l'impression, et les stats nous le montrent, que il y a une part plus en plus importante de la population qui se laisse séduire par les idées racistes. Et ce qui est un peu pernicieux, c'est que, vu que le racisme a été discrédité aujourd'hui, personne se dirait ouvertement raciste aujourd'hui. Et ça, c'est un combat. Ouais. C'est une victoire. Ah oui, mais si ce n'est Conversano. Oui, Même mais le Conversano, il représente quoi? Et même si ça a tendance, mais Zemmour un petit peu. oui, voilà, mais même si ça a tendance à petit à petit à tourner. Mais plus en plus de gens vont être convaincus par des idées xénophobes, notamment la lutte contre l'immigration, le contrôle, le contrôle rémigration, des musulmans, la rémigration, le grand remplacement, la France et ça on peut pas l'ignorer. C'est une partie de la population est convaincue par ces idées. Donc objectivement, une partie de la population est de plus en plus enclin à voter pour des projets racistes. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Wissam, parce que de temps en temps, je regarde un peu l'INA. Je sais pas si vous regardez les archives de l'INA. Et on voit des propos qui pouvaient tenir dans les années 50, 60, 70 sur les Arabes et les Noirs. C'était une violence absolue. Dans les années 70 sur les Portugais. Sur les Portugais, bien sûr. Sur les Portugais, sur les Italiens, mais sur les Arabes et les Noirs, c'était d'une violence absolue. Ouais. Aujourd'hui, il y a très peu de Français, à part Conversano, qui fassent caméra pour tenir ce genre de propos. Mais je dis pas que ils en pensent forcément moins. Je dis qu'aujourd'hui, le fait que tu ne peux plus officiellement, face caméra, devant un public, dire que les Arabes sont une race inférieure et dire que les Noirs sont une race inférieure, déjà c'est une victoire. Ouais. Ça veut dire que nos parents n'ont pas lutté pour rien. Et ça, on le dit pas assez, je trouve. Parce qu'on a tendance à chaque fois à dire oui, faut lutter, faut lutter, faut lutter. Apprécions nos victoires. Tu vois ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 avec cette manifestation d'Algériens qui militaient pacifiquement pour lutter contre le couvre-feu, pour lutter contre les discriminations qu'ils subissaient, puisque là, pour le coup, c'était vraiment des citoyens de seconde zone. C'était établi comme tel. Et il y a eu cette répression sanglante, puisque beaucoup ont été jetés par-dessus bord. On les a jetés dans la Seine, on a retrouvé des cadavres jusqu'au port du Havre, c'était quelque chose d'horrible. Aujourd'hui, ça peut plus arriver. Non. Dans les prochaines années? Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Pour deux raisons. J'aimerais avoir ton optimisme. Hein. Oui, mais j'y crois pas pour deux raisons. La première, c'est que à l'époque, la majorité blanche n'avait pas rouspété, et je pense que la majorité blanche aujourd'hui serait indignée
je pense, sincèrement. Et la seconde, c'est qu'aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé avec la mort de Naël, paix à son âme, et qu'est-ce que ça a déclenché. Tu fais ça aujourd'hui, là, tu prends 200 Algériens, tu les jettes par-dessus bord. Tu veux dire qu'il y aurait des révoltes de la C'est population? c'est pas possible, même s'ils en ont envie. C'est-à-dire, même s'ils fantasment, même si au fond d'eux, ils en ont envie, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a une réponse derrière. Moi, personnellement, je suis un mec de paix. Je suis un mec, je suis pas violent du tout. Mais j'apprends que t'as balancé ma mère par-dessus bord parce qu'elle est manifestée pour ses droits. Et pourtant, on prend une Kalachnikov, on lave tout de suite. Hein. Là, il n'y a même plus l'avocat. Là, je pose la carte d'avocat, je pose tout. T'as pris ma mère, tu l'as jetée par-dessus bord parce qu'elle a manifesté pour avoir des droits. On prend la Kalash, on arrive, on allume tout. Tu me prends ce que j'ai de plus précieux, mais je te prends ce que t'as de plus précieux. À un moment donné, il faut comprendre qu'on a une dignité. C'est-à-dire que nous, déjà, on croit en Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une droit, une justice, nous, qu'on peut se donner. Et si tu t'en prends à ce qu'on a de plus précieux, ben, il nous reste quoi? Notre équilibre, ce qui tient notre socle, qu'est-ce qui va nous rester? Oui, mais je suis... Donc je pense pas qu'il ça pourra. Non, mais il y aura certainement une réponse, mais on peut pas. Si l'URN prend le pouvoir en 2027, Mais le front, la police fera plus de bavures. Mais Non, A mais priori. ça, c'est un a priori. Ça, on peut pas le vérifier. Donc c'est une hypothèse, et j'entends l'hypothèse qui est la tienne. Mais au-delà de la police, il y a aussi il y aura de plus en plus de ratonnades, il y aura de plus en plus. Moi, j'y crois pas. Sincèrement, j'y crois pas. Bon, après, je veux dire, quand tu regardes l'arrivée de l'extrême droite, notamment aux États-Unis, tu vois qu'il y a une radicalisation des forces policières, des forces de l'ordre, notamment contre les personnes non blanches. On l'a Oui, vu bien avec sûr. ICE, où c'est horrible. C'est Bien vraiment sûr, de la bien chasse Bien aux sûr. individus. Et heureusement, il y a des formes de résistance aussi. Et tu vois qu'il y a aussi une forme de libération de la pensée et des agissements racistes. Et aussi, moi, ce qui m'inquiète, c'est que bien sûr que de toute manière, on s'est toujours défendu. On a toujours été dans un acte de résistance. Par contre, il faut voir il faut être objectif et voir la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que face à l'ordre policier, on peut bien être les plus offensifs qu'on veut. On ne combat pas à armes égales. Donc il y a quand même ce risque-là. Oui, mais le FLN combattait pas à armes légales avec l'armée française, il a quand même remporté. C'est pas un souci, ça. Ouais, mais là, on n'est pas en Algérie. Non, mais je dis pas qu'on est la en Algérie. majorité. Non, mais- Moi, je suis pour la concorde. Entendons-nous bien. Moi, je milite pour la paix et je milite pour le respect des individus. Mais si demain, parce que je suis noir, tu t'en prends à ma famille, assume les conséquences de ce que tu vas Ouais, faire. C'est pour ça que je dis, moi, mon critère, mais il y a l'autodéfense populaire par tous les moyens. exactement. Moi, mon critère, c'est de dire, est-ce que tu t'en prends à moi parce que j'ai eu un comportement illégal et du coup, c'est normal que tu t'en prennes à moi parce que je dois respecter la loi, ou tu t'en prends à moi parce que je suis arabe ou parce que je suis noir. À ce moment-là, la guerre, on va Est-ce la que faire. vous avez été victime de racisme? Ouais, ça c'est... Donnez-nous des petits exemples concrets. Moi, je suis pas fan de ça. Je suis pas fan de raconter des situations... Mais parce que là, tu reviens sur le truc de seulement l'expérience individuelle. Oui, mais ça donne un exemple concret. Oui, mais justement, Parce en que fait, si vous habitez en Île-de-France, vous habitez à Grenoble, c'est pas la même chose que si vous habitez dans le sud de la France. En Moi, j'ai vécu dans Île-de-France, le les sud de gens la sont France. mélangés. Moi, j'ai vécu dans le sud de la France. Moi, j'ai vécu à Montpellier. Donc, j'ai l'expérience du sud de la France, parce que j'ai vécu pendant 6 ans à Montpellier. Je fais mes études là-bas. Je suis diplômé en droit et en sciences politiques. Donc, j'ai expérimenté dans ma chair, dans mon esprit, dans mon âme, le racisme. Mais c'est pas intéressant de raconter des anecdotes. mais surtout parce que là, comme tu dis, c'est t'es dans le sud ou t'es à Grenoble ou t'es à Paris, tu vivras pas le racisme de la même manière. Déjà, je pense que quand tu fais face à la police, peu importe où tu arrives, tu auras les mêmes expériences globalement face à la police. Tu vois. Mais surtout, c'est que tu résumes là à des côtés interindividuels. Ouais, dans le sud, il y a beaucoup de racisme, donc tu vas plus avoir d'altercations racistes. En fait, on ne voit pas comment c'est tout un système, notamment les gens ne se rendent pas compte, mais le fait que la majorité, une grande partie des Noirs et des Arabes vont grandir dans des quartiers populaires avec le manque de services publics, c'est la preuve du racisme. Prenons un autre exemple. Mon papa qui est décédé à 60 ans d'un cancer après avoir fait tout un travail d'ouvrier toute sa vie, c'est aussi un fonctionnement raciste qui relègue les Arabes et les Noirs dans les postes les plus difficiles et qui font qu'il va y avoir une submortalité beaucoup plus jeune de certaines catégories, tu vois, et le fait que les Noirs et les Arabes réussissent moins à l'école parce qu'il y a un traitement raciste, ça fait partie de ça, tu vois. Donc, en fait, moi, je pourrais te parler des altercations que j'ai eues avec les professeurs, des altercations que j'ai eues avec la police, mais pour moi, c'est insignifiant par rapport à une analyse institutionnelle et de voir le traitement des Noirs et des Arabes globalement à l'emploi, au logement, à l'école, face à la police. Où en plus, les gens ne se rendent pas compte. En fait, quand tu es isolé individuellement, chacun va se dire, ah ouais, c'est vrai que mon père, il était ouvrier, il est mort tôt, il avait une maladie et tout. Donc on se rend pas compte. Par contre, quand un truc plus général, où tu vois que, ouais, effectivement, c'est vrai que
les Arabes et les Noirs meurent beaucoup plus tôt et de maladies dues à leurs conditions de travail. Comment ça se fait? Eh ben, tu vois qu'il y a une structure de la société qui va reléguer ces personnes-là dans les strates les plus basses de la société. Donc c'est pour ça que moi ça me dérange un peu dans le truc simplement interindividuel où les gens veulent du spectacle, du spectaculaire. Raconte-moi comment le policier t'a insulté cette dernière fois pour qu'on voit le racisme. J'ai une question provocatrice. Est-ce qu'il ne serait pas normal, sur une terre où vous n'avez pas vos ancêtres qui ont vécu pendant des siècles, que vous soyez moins favorisés que les populations autochtones? Est-ce que ça vous choque ce type de question? Moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait de pas être favorisé. Je veux pas de faveur. Sincèrement, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que tu as cherché à me détruire parce que je suis différent de toi. Je sais pas si tu vois la nuance. Je vais donner un exemple très simple. Je me vois pas envoyer mon CV pour travailler dans certaines boîtes. Donc du coup, en n'envoyant pas mon CV, je peux pas être victime de discrimination parce que j'ai pas candidaté. Par contre, si demain je crée ma boîte et parce que je suis noir, vous mettez des bâtons dans les roues et vous m'empêchez moi de m'émanciper et de devenir indépendant, là j'ai un problème. C'est pas le fait que tu me favorises pas, parce que ça, de toute façon, intégrer ton entreprise ne m'intéresse pas. Mais si tu viens me mettre des bâtons dans les roues parce que je crée la mienne, comme ils l'ont fait à Tulsa aux États-Unis, massacre de Tulsa, en 1921-1922, c'est des Afro-Américains qui sont mis de côté, qui ont développé une ville et qui sont devenus prospères et qui ont commencé à gagner de l'argent et il n'y avait pas de problème. Et des racistes blancs, suprémacistes, ont commencé à dire comment ça se fait qu'il y a des Renois qui s'organisent et qui font de l'argent. En plus, ils sont entre eux. Venez les gars, on va les hagar, on met le feu. Et à un moment donné, on s'en prend à eux comme ça. C'est ce que je dis, vérifiable, un massacre de Tulsa. C'est des noirs qui sont structurés, qui sont organisés, qui ont été massacrés parce que noirs. Donc là, à ce moment-là, moi, je suis contre. Donc du coup, on rentre en opposition. Si tu m'empêches de me développer. Mais je viendrai jamais quémander une place à ta table. Ça, c'est hors de question. Est-ce que vous avez une vision un peu Nation of Islam, mais est-ce que PDH, Zawa, les antiracistes politiques ont une vision plus universaliste? Je voudrais juste revenir aussi sur ta question, parce que tu demandes la terre de tes ancêtres. Moi, je suis métisse. Tu vois, tu vois, en plus, en fait, on se rend pas compte comment maintenant on n'est plus en 1960 où tu as les immigrés. Il y a une bonne partie des personnes qu'on considère comme immigrés qui en fait sont mélangées et sont parfois là depuis plusieurs générations. Il y a aussi la question de l'ancienneté. C'est à partir de quand? Genre, c'est quoi les critères de nombre de générations qu'on pourra considérer que tu pourras être favorisé comme les autres? Et moi, je suis d'accord avec toi. Je veux pas un traitement je veux pas être favorisé. Je vais être traité à égalité. Donc, il y a le truc de la génération. Et surtout, je veux dire, en France, ça dérange les fachos, mais c'est un territoire d'immigration. Les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Espagnols. Je sais même pas. Je pense que ma maman, paix à son âme, est peut-être l'une des dernières qui avait peut-être des générations et des générations de Françaises derrière elle. Tu vois, donc j'aurais peut-être plus de légitimité que certains fachos qui ont des noms d'Italiens. Donc moi, il y a déjà ça. Et après, moi, j'ai une perspective réellement humaniste et universaliste. Je suis pour l'égalité. Je ne crois pas que ce soit un critère très important que t'es arrivé hier ou t'es arrivé il y a 3 ans, tout le monde doit être traité avec égalité. Après, là, je suis très républicain. Normalement, tous les citoyens sont égaux, peu importe depuis quand ils sont là et tout, il y a un traitement égalitaire. Et moi, je veux l'étendre à tous ceux qui sont sur ce territoire, doivent être traités avec égalité. Et je ne crois pas, t'es là depuis plus longtemps, donc tu dois être mieux traité que les autres. Je vois pas sur quel principe ça repose. Je vais aborder la question de la notion de peuple. Donc je rappelle, dans l'Antiquité grecque, il y a 3 termes distincts qui permettent de désigner le peuple. Donc l'ethnos, il renvoie à l'origine, à l'identité, la culture. C'est ce terme qui dérive le mot ethnie. Le démos désigne le peuple dans sa dimension politique, donc le peuple qui gouverne, il a l'origine du mot démocratie. Le laos, il correspond au peuple en armes et au peuple réuni lors des cérémonies religieuses. Ce terme a notamment donné laïcité. Est-ce que vous admettez globalement cette définition? Moi, je trouve ça pertinent. Moi, je trouve que le mot peuple, ça fait partie des concepts qui sont très difficiles à manier parce que c'est un terme qui est polysémique et on met tout et n'importe quoi dedans. Et j'ai l'impression que c'est, en fait, tout le monde a l'impression de savoir à quoi ça renvoie, mais que ça reste flou, ça reste vaste. C'est pour ça que c'est un concept très intéressant pour les politiciens à manipuler
parce que comme ça ils peuvent se prétendre le représentant du peuple, et on a l'imaginaire d'un peuple français qui serait unifié. Moi je pense qu'il faut plutôt je sais pas, parler de peuple des classes populaires, tu vois. Moi quand je vais parler du peuple, ça va être plutôt de voir les divisions de classes, et aussi d'accepter l'idée que la France n'est pas unifiée comme n'importe quel pays. Il y a des contradictions au sein de ce pays, dans la population, et je vais parler à une certaine partie du peuple parce que je pense que je vais défendre des intérêts de ce peuple-là. Mais là, tu c'est vois. ton analyse marxiste. Ah oui, bien sûr. Avec bien la sûr. bourgeoisie, le prolétariat, ceux qui ont les moyens de production, ceux qui subissent. Mais parce que après, tu peux manipuler ce discours-là pour partir dans une unité nationale qui dessert les classes populaires. Mais Bien c'est sûr. comme ça qu'on a fait les guerres. Je veux dire, Bien sûr. et c'est aussi ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et c'est notamment le discours de Zemmour. Faut arrêter avec les classes. Là, la France est en danger. Il faut l'unité de tout le monde derrière la France. Et qui c'est qui va payer? C'est non seulement les Noirs et les Arabes, mais aussi nous, ce qu'on essaye de leur dire, c'est les classes populaires blanches. Les classes populaires blanches sont trompées, enfin entre guillemets, parce qu'elles tirent aussi des avantages par la suprématie blanche. Préfèrent allier cette suprématie blanche et faire unité avec le peuple. On leur dit, mais vous êtes les bozos de l'histoire. C'est vous qui payez, c'est vous qui trimez, c'est vous qui êtes en galère pendant que les élites dominent. Donc, moi, il y a toujours le truc de peuple. Je peux comprendre comment c'est utilisé. Par exemple, Mélenchon va parfois l'utiliser, mais on comprend que il parle quand même à des franges plus populaires qu'à une bourgeoisie. Et je pense que ça, c'est plus intéressant à utiliser. Mais Mélenchon, aujourd'hui, il est plus sur la Nouvelle-France. Oui. Il est sur un discours nouveau, avec une appellation nouvelle, pour mettre en avant cette France avec une ethnie qui est plurielle. Puisque c'est plus justement la France blanche, mais c'est la France aussi des Asiatiques, des Arabes, des Noirs et de toutes les minorités sexuelles. Et c'est mettre en avant les différents profils qui composent notre pays. Mais le titre de leur livre à l'institution Boétie, il me semble que c'est Nouvelle France, Nouveau Peuple. C'est aussi de montrer comment il y a une dynamique et comment ça change. Mais tu vois, là on parle de questions de raciales, mais il y a aussi plein de choses qui ont évolué sur la place des femmes, sur les questions LGBT, sur le nouveau mode du travail. Il y a vraiment des évolutions qui sont là, et de mettre de les analyser et de les compter pour soi, et de partir à partir de cette nouvelle donnée. La France a changé. Et de toute manière, elle va changer. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai peur qu'avec le mot peuple, on ait une vision trop homogène et aussi statique, en fait, de croire que ça n'évolue pas. Et qui donne le sentiment que la lutte de classe a disparu. Oui. Quand tu utilises le mot peuple, tu donnes le sentiment que un bourgeois comme Dominique de Villepin ou un type qui travaille chez Amazon, ils ont les mêmes intérêts. Oui. Parce que tu dis, ils font partie du même peuple, ils sont français tous les deux. Donc nécessairement, ils ont des intérêts qui convergent, alors que c'est pas le cas. Ouais. Sur le terrain fiscal, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Messieurs, est-ce que vous vous définissez comme français? Oui, totalement. Oui. Déjà, en fait, moi, officiellement, on est français. Bien sûr. Je sais pas ta situation, mais moi, je suis français, on est français tous les deux. Français. Donc, officiellement, dans les papiers, on est français. Mais en plus, je veux dire, moi, je suis désolé, mais culturellement, je suis français. En fait, c'est ça qui dérange les fachos. Mais on a des traits de français. Ben oui. La contestation, on n'est jamais content, on parle fort. On s'indigne pour un oui ou pour un non. On a le souci des mots, on a le souci de la réflexion. Ça, c'est typique français. C'est pas uniquement les Français qui fonctionnent ainsi, hein, parce que les Italiens aussi, ils ont cette logique-là. Mais on a, qu'on le veuille ou non, et tu le disais tout à l'heure à juste titre, on est le fruit d'un inconscient collectif, d'un imaginaire collectif en France, et on peut pas s'en départir comme ça. Mais même dans nos français références. Pour vous, Wissam. Non, mais alors, justement, pour moi, être français, je veux dire, c'est aussi un combat il n'y a pas une seule manière d'être français. On en a 200. Voilà, dire mais en plus, pour moi, ça fait la richesse d'une nation, ça fait la richesse d'un pays, c'est qu'il y a différentes manières d'être français. Je crois pas, les valeurs françaises, l'identité française et tout. Moi, je suis français dans l'idée où mes références culturelles, elles sont très franco-centrées. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans la littérature. Tu vois, j'ai lu des classiques français, j'écoute des classiques français et tout. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire être français? Ça aussi, c'est un enjeu. Mais je veux dire, en fait, on fait croire que y a une histoire de France qui est homogène et qui est la même et que elle est uniforme. La France a eu qu'une version. Sauf que la France, elle a été déchirée. Il y a eu des combats internes. C'est-à-dire que la commune, ceux qui vont nous parler de Pétain, tu peux pas. Il y a la France de Pétain, il y a la France de De Gaulle, mais il y a aussi la France de la Commune, il y a la France de René Vauthier, il y a la France des révolutionnaires. En fait, il y a différentes manières d'être français. Zemmour va vous répondre que tout ça, c'est la France. Oui, mais eux, ils vont pas. Je veux dire, ceux qui vont dire ça, ils vont favoriser une France.
Et dans Oui. leur récit, ils vont pas parler de Louise Michel. Oui, voilà. Les patriotes fachos, les papacitos, ça figure référence, ça va pas être René Vauthier qui a rejoint le combat de l'Algérie contre la France, ça va pas être ça. Ça va être plutôt Pétain, De Gaulle et compagnie. Et leur modèle, c'est rarement Jacques Vergès. Oui, oui, oui. Mais après, pour le coup, parce que tu tacles Papacito, que j'ai reçu et que j'apprécie, Hugo, je te passe le bonjour. On a des désaccords profonds, lui et moi. Je lui passe pas le bonjour, on n'arrête pas de se clasher, mais bon. Bon, après ça, c'est vos histoires. Mais en tout cas, Hugo, je te passe le bonjour. On a des désaccords, toi et moi, notamment sur l'immigration, la délinquance, comment on doit traiter les jeunes, l'incarcération. Mais après, ça n'empêche pas le respect et la courtoisie. Donc moi, j'ai de bons rapports avec lui. Et c'est pas parce que je suis devant Wissam qui est en clash avec lui que je vais faire semblant de pas bien m'entendre avec Hugo par solidarité et qui serait complètement opportuniste et qui serait complètement insincère. Après, tu vois, moi, c'est des trucs que je ne comprends pas. Peut-être que Hugo, je peux comprendre que Hugo, à titre individuel, est une personne sympathique. Hein, Et bon, j'imagine que quand il a face à lui des Renois, il met un peu de l'eau dans son vin sur ses propos. Voilà, la dernière fois sur le clash, c'est qu'il me disait, ça serait pas un problème pour toi qu'il y ait des Congolais en Algérie? Ouais, parce qu'il y a un imaginaire derrière lui de déjà que moi, comme arabe, je suis forcément négrophobe, mais aussi que les Noirs représentent un problème en tant que tel. Donc, je veux dire, individuellement, il peut être très sympa. Mais je veux dire, les idées portées par les Papacitos, c'est quand même plus que dangereux. Je veux dire, il se déclare clairement fasciste. Moi, je te dis ce que je pense, Wissam, puisque j'avais bien aimé la réac que vous avez eue avec tes camarades sur l'émission. Moi, je pense que Papacito permet d'avoir des débats de qualité, puisqu'il nous pousse dans nos retranchements et il nous pousse à développer une opposition, une réflexion claire, nette et précise. Je ne souscris pas à grand chose de ce qu'il dit. Tout comme pour Julien Rochdy. Mais j'estime qu'ils ont droit de citer, j'estime que c'est important qu'on puisse les confronter, débattre, échanger avec eux. Parce que, en fait, c'est comme la boxe. T'es pas champion parce que t'es dans un sparring avec ton pote, à l'abri des regards indiscrets, et que tu l'as mis KO. T'es champion parce que t'as battu les meilleurs. Et t'as battu ceux qui sont publiquement reconnus comme les meilleurs. Dans leur catégorie, on les considère comme des personnes qui sont des références, Papacito, Rochdy, quoi qu'on pense d'eux. Et les affronter, ça te permet de savoir ce que tu veux aussi. Donc on peut pas. Moi, ce qui me dérange par moment dans le côté de la gauche, c'est on est dans le camp du bien et il y a un cordon sanitaire avec le diable, avec l'extrême droite, avec les droitards et on discute pas avec eux. Mais si t'es si convaincu que ça d'être dans le camp du bien, bah t'as rien à craindre d'eux. Pourquoi tu n'as pas confronté ton point de vue, confronter thèse, antithèse et voir ce qui peut être pertinent chez eux, parce qu'ils disent pas non plus que n'importe quoi, il y a des choses qui sont pertinentes aussi. Donc, moi j'ai du mal avec cette posture, un peu caricaturale. Est-ce que vous pourriez dialoguer avec un négrophobe? Mais il l'a fait, il a fait avec Papacito et Rochdy. C'est eux, on les considère pas comme négrophobes moi je discute politiquement. avec tout le monde. Moi je discute avec tout le monde. J'ai pas de limite. Ma seule limite, c'est quand on en vient à des injures ou à des menaces physiques. Si tu t'en prends à moi, que tu m'insultes. Vous pourriez pas dialoguer avec quelqu'un qui a agressé une personne noire? Non, moi je peux dialoguer avec quelqu'un qui a agressé une personne noire, essayer de comprendre pourquoi elle l'a fait, essayer de comprendre pourquoi elle s'en prend à des noirs, parce que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Après, si elle vient pour m'agresser, c'est autre chose. En fait, moi, le dialogue, pour moi, il est intéressant parce qu'il n'y a pas que celui avec qui tu discutes que tu touches. Il y a ceux qui le suivent. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont une audience, qui ont aussi un lectorat, et qui par moments ont des personnes qui sont en train d'hésiter, qui ont besoin d'avoir des confirmations, qui ont besoin d'avoir des explications. Et ceux-là, on les prend jamais en considération. Mais est-ce que quelqu'un... Vas-y. Excusez-moi, Wissam. Est-ce que quelqu'un qui défendrait l'esclavage, qui, pour un juif, par exemple, glorifierait la Shoah, pour quelqu'un qui nierait donc la colonisation de l'Algérie et qui nierait les crimes qui ont été faits, est-ce que vous trouveriez ça normal qu'il puisse discuter avec, ou est-ce que ça serait normal qu'il soit dérangé par cela? Parce que beaucoup de juifs refusent de parler à quelqu'un qui nie la Shoah. Non mais, beaucoup de juifs refusent de parler à Dieudonné. C'est leur droit. Moi, je pars du principe où je dis que la discussion peut entraîner une amélioration chez l'individu qui subit ou qui vit la discussion et chez les personnes qui le suivent. C'est une réalité. Et parler aux gens qui sont convaincus par soi, convaincus par son discours, tu fais progresser personne en fait. À quel moment tu peux... Tu sais, c'est comme la musculation. À quel moment, si tu déchires pas tes tissus musculaires, tu progresses? À quel moment? À quel moment tu vas vers une progression si tu vas pas au-delà de toi-même? Ça n'existe pas.
Parce Moi, que je n'y crois à la pas, limite, moi. ce serait quelqu'un qui s'en prenne à votre famille, c'est ça? Non, mais moi, ma limite, c'est si tu en prends à moi physiquement, tu m'injuries, tu D'accord. m'insultes. Là, il n'y a pas de dialogue possible, parce que t'es dans l'attaque ad hominem. À ce moment-là, le dialogue n'est pas possible. Mais si tu m'insultes pas, que tu me frappes pas, et que tu veux converser avec moi, conversons. Hmm. Conversons, c'est intéressant. Moi, je suis pas la gauche bien pensante, hein. Moi, je suis pas la gauche bien pensante, qui avec ses pantoufles, qui distribue des bons points, sur les gens qui sont fréquentables, pas fréquentables. Ça, c'est d'une prétention absolue. Et Mais- en général, cette gauche-là, elle est paternaliste. Après, elle explique aux Arabes et aux Noirs ce qu'ils doivent penser. Moi, je suis pas de ces gauches-là, moi. Mais est-ce que tu considères, au-delà de qui est fréquentable, pas fréquentable, est-ce que Papacito est un ennemi politique? Un ennemi politique. C'est un ennemi, le jour où Papacito deviendra mon ennemi, c'est quand il s'en prendra à moi parce que je suis noir. Mais C'est ça pour moi l'ennemi. Tu sais, je prends l'exemple de Tulsa. Pour moi, c'est ça, Tulsa. c'est pour ça que je dis ennemi politique. C'est Adversaire, à partir des... adversaire peut-être. Mais le mot adversaire, il est intéressant parce qu'il a un degré moindre qu'ennemi. Oui, c'est pour ça que moi je le réserve à des gens qui sont plutôt relativement dans mon camp, mais avec qui on a des gros désaccords. Un ennemi politique, c'est quelqu'un qui est frontalement opposé à mes idées. Oui, mais Papacito, autant sur les trucs, sur les idées communistes, que les idées antiracistes, que d'autres idées, Mhm. est fondamentalement opposé à mes projets et même veut nuire aux personnes que je représente. Il C'est veut pour ça nuire aux populations musulmanes, il veut nuire aux Noirs et aux c'est Arabes. pour ça Il que je veut te nuire- dis, c'est pour ça que je te dis que quand tu mets nuire, donc on parle de nuisance. Quel type de nuisance on parle? Moi, j'ai jamais entendu Papacito qui dit il faut physiquement s'en prendre aux Arabes et aux Noirs parce que Arabes et Noirs. J'ai jamais entendu dire ça. Mais parce C'est que pour ça que je te dis ça, tu vois. Là où, c'est pour ça que je te dis que pour moi, le baromètre, et je l'ai illustré avec Tulsa, parce que Tulsa, c'est intéressant, et j'espère que les gens qui nous suivent pourront aller faire des recherches. Tulsa, c'est vraiment la démonstration de la barbarie de la suprématie blanche. C'est, on s'en prend à vous parce que vous êtes structuré et parce que vous êtes noir. Si demain, Papacito, ou Rojdi, ou que sais-je encore de cette mouvance, invite à s'en prendre à des Arabes, à des Noirs, parce que Noirs et Arabes, les gars, on va vous faire la guerre, on va se la faire la guerre. Mais tu mets comme limite, simplement, il faudrait que Papacito dise avec tous des mots clairs, prenez-vous-en aux Noirs et aux Arabes. Parce que Noirs et Arabes. Et à partir de... Mais sauf que tu ne vois pas comment les racistes et comment la suprématie blanche est très très douée pour utiliser des euphémismes. Mais il y a 200 ans en arrière, ils faisaient Oui. pas comme ça. Oui, mais Donc, aujourd'hui, on les a contraints. on va pas dire ça. On va On parler les a des contraints. immigrés, Bon, on on les va a parler des contraints. OQTF, on va parler des islamistes. Moi, je sais qu'on veut dire, en fait, tu fais comme si, déjà les discours de Papacito n'avaient pas d'incidence dans le réel. Moi, Sauf j'ai que pas dit ça. Papacito, oui, mais Papacito, c'est quelqu'un qui va diffuser des idées racistes, diffuser des trucs sur le grand remplacement, diffuser l'idée que la France doit être chrétienne, ceux qui sont pas chrétiens, ça dégage, que les Noirs et les Arabes sont un problème. Donc, il diffuse cette idée-là. Et veut dire, ça va se jouer. Il dit non les Noirs et seulement- les Arabes tout court, ou les Noirs et les Arabes délinquants. Oui, mais ça, veut dire. Non mais, Les Noirs- non mais, Sauf que pour lui, les Noirs et les Arabes sont profondément délinquants. moi je pense Je veux pas. dire. Non, mais c'est comme, je veux dire, non, Moi, mais ça c'est le discours Mais habituel l'extrême des droite racistes. prône la remigration. La remigration ne va pas se faire. Oh, mais la remigration, Avec des fleurs. on parle, attention, quand il parle de C'est comme la remigration- Reconquista, ça s'est pas fait avec des fleurs. Non mais d'accord, quand on parle de remigration, on parle de quelle remigration? On parle de la remigration des délinquants? Ah non, On parle- l'extrême droite veut que tous les Noirs et les Arabes de France partent de France. Moi je pose la question simple. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible? Non, mais c'est pas la C'est ce question. qu'ils souhaitent, c'est C'est ce qu'ils possible. Mais juste, tu vois, tu me parles, il dit les Noirs et les Arabes ou les Noirs et Arabes délinquants. Bon, parfois, il se contentera de dire les Noirs et les Arabes. Mais même ce truc de Noirs et Arabes délinquants, pour moi, c'est faire abstraction de l'analyse de la société. Bien Dire, sûr. allez. Parce qu'il y a des choses que les fachos nous disent, c'est, vous voulez pas nous dire combien de Noirs et d'Arabes en prison? Oui, il y a effectivement davantage de Noirs et d'Arabes en prison. Et je pense qu'il y a effectivement davantage de Noirs et d'Arabes qui sont délinquants. Quelles sont les raisons de cette délinquance? Oui, l'analyse au niveau social, l'analyse globale du système de précarité dans lequel la majorité des Arabes et Noirs évoluent ne les intéresse pas. Ils font Oui. pas d'analyse. Mais parce que ça les arrange, parce Oui. que ça permet de dire que ah non, il y a aucune explication sociale au fait que les Noirs et les Arabes sont délinquants. Oui. Les Noirs et les Arabes sont délinquants parce qu'ils sont Noirs et Arabes. Oui. Et en fait, Papacito va diffuser ce discours-là. Et après, sur la liberté d'expression et débattre avec lui. Déjà, moi, je suis pas dans une vision absolutiste de il faut débattre ou il faut pas débattre. Ça dépend du contexte. Bien Ça sûr. dépend de qui est en face, qui va débattre contre lui, dans quel contexte, Mhm. quel est le public. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, ça faut pas le convaincre lui, faut convaincre son public ou ceux qui peuvent être intéressés par ça. Donc pour moi, c'est contextuel. Ça permet aussi d'affûter ses arguments. Ça de permet se d'affûter confronter. ses arguments. Par contre,
moi, je pense que on n'est pas obligé toujours de faire le débat face à face. Déjà, je trouve qu'on fétichise trop le débat face à face. C'est pas celui qui est le plus intéressant, le plus pertinent, où tu peux le mieux développer tes idées. Et même parfois, c'est pas seulement l'intellectuel qui va C'est l'emporter. du spectacle. Hein. Oui, Très et souvent. Papacito est très fort en spectacle. Il est excellent en spectacle. Et ensuite, je veux dire, c'est possible aussi de critiquer les idées de quelqu'un, de montrer en quoi il a tort, sans avoir de débat avec lui. Et ce que je voudrais en venir, c'est que Totalement d'accord avec toi. pour terminer, en fait, moi, je suis d'accord pour dire, allez, débattons avec tout le monde si vous voulez, même si, bon, mais c'est faire abstraction des conditions matérielles du débat. C'est-à-dire que, prenons-nous, on va pas inviter dans nos plateaux quelqu'un d'extrême droite. Pas parce qu'on a peur de lui, mais parce que le gars, il a déjà tous les plateaux télé pour s'exprimer. Peut-être pas Papacito, mais les idées du grand remplacement. Il y a même eu Finkielkraut qui l'a dit sur France Culture. Les idées racistes sont diffusées de partout. CNews, H24, BFM. Je veux dire, les idées d'extrême droite ont déjà le vent en poupe sur tout l'espace médiatique. Pourquoi nous, déjà qu'on a du mal à donner nos idées sur les médias, d'ailleurs la seule personne qui est invitée en tant qu'antiraciste, c'est généralement Rokhaya Diallo. Sinon, c'est très rare. Ouria Boutelja, on l'a jamais vu. Il y a plein de militants. Hamzat Boukari Yabara, on l'a jamais vu sur les plateaux télé et tout. Donc, je pense que c'est pas un truc de on a peur d'extrême droite, c'est on veut avoir nos espaces à nous. On veut diffuser nos idées. On veut, on n'est pas obligé d'avoir 5 minutes pour l'extrême droite pour pouvoir donner nos idées. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre en compte les conditions matérielles dans lesquelles on évolue, qui font que l'extrême droite a déjà les moyens de diffuser ses idées. Donc, moi, c'est juste pour ça que je vais pas l'inviter. Et en plus, je veux dire, il y a des moyens autres de les contredire que de débattre face à face avec lui. Et enfin, je considère Papacito comme un ennemi politique, parce qu'il se dit clairement fasciste. Mais même dans votre émission, il a clairement dit que, je sais plus quel pays il parlait, mais qu'il faisait des saluts fachos, et que lui, son rêve, c'était, comment il s'appelle, Mussolini qui mange du mafé. Clairement, il est fasciste. Moi, le fascisme, c'est un ennemi politique. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je te rejoins sur le fait que il n'est pas nécessaire, il n'est pas indispensable de mettre en place un débat comme ici, avec physiquement deux personnes qui sont en désaccord sur différentes thèses, pour donner le sentiment de travailler intellectuellement sur différents sujets. J'y souscris à 200%. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Je dis quand on peut le faire de temps en temps, c'est intéressant. Évidemment que tu as raison, les opinions de droite ou d'extrême droite, aujourd'hui, elles sont répandues un peu partout au niveau du PAF, et elles ont vraiment beaucoup d'espace. Il y a un tapis rouge qui est déroulé pour ces idées-là. Néanmoins, je pense que pour affûter, pour reprendre ton expression, pour affûter nos points de vue, affûter aussi nos réflexions et sortir d'un confort dans lequel certains se plongent, voire se drapent, par moment avoir, je dis bien par moment et pas de manière systématique, avoir un Julien Rochdy, avoir un Papacito ou quelqu'un d'autre dans cette logique-là qui intellectuellement est différent de nous mais qui est structuré. Moi, j'ai pris du plaisir à lire Rochdy. Pourquoi j'ai pris du plaisir? Non pas parce que j'adhère à sa thèse, mais à chaque fois que je lisais son bouquin, ça me permettait de bien consolider mes positions. Et moi, j'ai besoin de ça. Parce que c'est facile de lire des auteurs qui vont dans notre sens, d'être conforté. Mais à l'instar d'un entraînement physique, tu sors beaucoup plus grandi, beaucoup plus fort quand tu as eu une épreuve intellectuelle avec des points de vue qui sont totalement différents des tiens, mais totalement différents de ce que tu as l'habitude de consommer et qui après te confortent dans ce que tu fais. Donc moi j'invite, un peu comme les gens qui vont aller prendre une douche froide très glacée, c'est contre-intuitif, faites des choses contre-intuitives pour vous améliorer intellectuellement et pour vous améliorer mentalement. Non, mais après, je peux comprendre, en fait, après, on n'évolue pas dans les mêmes sphères, et je pense qu'on n'a pas aussi les mêmes projets, les mêmes stratégies, les mêmes tactiques. Juste aussi pour un peu mesurer, parce que là, on pourrait donner l'impression que vous invitez que des fachos, alors non, vous avez aussi invité Hamzat Boukari Yabara, vous avez invité Bégodeau, et je trouve ça intéressant. Et je trouve aussi, en fait, je peux aussi comprendre l'idée d'inviter un négrophobe, et de lui dire, tiens, on va te mettre, tu nous prétends inférieur. C'est pour lui montrer aussi, frère, tu me prends pour qui? Oui, exactement. C'est quand on invite Rochdy, c'est pas pour lui prouver que nous sommes l'équivalent de ce qu'il est en tant qu'être humain, qu'il est blanc et que nous sommes noirs et que nous sommes des êtres égalités. C'est pas du tout dans cette démarche-là que nous le faisons. Nous le faisons dans un souci vraiment de travail intellectuel au sens travail musculaire. C'est-à-dire que quand tu lis Rochdy, il y a des points de désaccord qui sont tellement criants, qui sont tellement puissants, que soit tu es fragile et t'as pas de source, t'as pas de lecture qui t'ont édifié et tu t'écroules,
parce que intellectuellement, tu n'as pas été outillé, soit tu es suffisamment structuré, et du coup, tu dis, ok, d'accord, tu fais un petit sourire, tu traverses ton chemin. Tu vois, c'est comme la dernière fois, je débattais avec un disciple de Bernard Lugan, qui me disait, Gros facho lui aussi. qui me disait, Petite précision. qui me disait, mais tu sais, Mbeko, quand on a construit les routes, les ponts en Afrique, c'était pour vous permettre d'atteindre un degré de civilisation. Voilà. Et moi, je lui dis, d'accord, j'écoute ta thèse, mais je lui dis, mais comment est organisée l'extraction des matières premières? Ouais. Il me dit, bah, par les routes et les ponts. J'ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi elles ont été créées si c'est pour nous? Si c'était pour nous, fallait pas extraire les matières premières, fallait les laisser. Ouais. Moi, quand je fais quelque chose, imaginons que je t'offre une bouteille de vin, je vais pas la boire. Je t'offre la bouteille de vin, je te la laisse. Mm. Et là, il était comme ça, il regardait comme ça. Tu vois, j'ai pris une bouteille de vin parce qu'il boit du vin. Il a compris et tout, il a commencé à dire, ah, j'avoue. Donc j'ai dit, vous avez développé un discours qui n'est même pas logique. Parce que vous prenez pas le temps, 30 secondes, de pointer la barbarie de votre pensée. Est-ce qu'ils ont besoin d'être logiques? Parce qu'on a Ouais. l'impression Non. qu'il y a un matraquage médiatique Non, pour c'est se pas une convaincre Non, en fait, c'est pas ça, c'est que eux-mêmes. très peu sont confrontés à des points de vue différents. Lui, il est intimement convaincu qu'il a construit des ponts, qu'il a été vertueux, et que ça a été une bénédiction. Bon, que déjà, de c'est pas les blancs qui ont construit les ponts. Bien sûr, que c'était une bénédiction que de croiser la route de l'homme blanc. Et moi, je prends le temps de lui expliquer que déjà, c'est les Arabes et les Noirs qui ont, au péril de leur existence, via le travail forcé, ont construit ces infrastructures. Et ensuite, c'était uniquement pour acheminer vers la métropole les matières premières. Il n'y avait pas de volonté d'émancipation. Parce que le taux de scolarisation était très très faible. Donc comment tu veux émanciper les gens si tu les instruis pas? Et quand tu les fais bosser 14 heures par jour sans les payer, à un moment donné, à quel moment tu les émancipes? Ouais, ils risquent de mourir même. Ce qu'ils ont fait. Quand tu vois l'espérance de vie de ces personnes à ce moment-là, quand il y a le roi belge qui dit bon, on va couper la main des Congolais qui vont pas assez vite pour extraction du caoutchouc, à quel moment tu les émancipes ces gens? Mais Mais après, tu vois, ils sont mal à l'aise parce que oui. là, on est sur des éléments factuels qui contredisent le mensonge dans lequel ils sont enfermés et le mensonge qu'ils veulent dissiper. Mais ça, il faut viser le public parce que moi, Ah oui. en fait, le problème qu'il y aurait, c'est de croire que moi, je ne crois pas à la rationalité du débat et si tu prouves à un raciste par A plus B qu'il est raciste, il va changer l'idée. Ah, moi, je crois pas non plus. Moi, je pense que les gens sont dans et c'est notamment la force de l'idéologie raciste. Elle se fout de la rationalité, elle se fout de la Oui, raison, elle bien se sûr. fout des données C'est pas scientifiques. rationnel d'être raciste finalement. Oui, Bien sûr. bah en fait, il y a après il y a un projet politique et ils vont se servir de n'importe quel argument pour servir ce projet Ah oui, bien politique. sûr. Donc essayer de changer Papacito, moi j'y crois pas. Moi, c'est Après pas mon ambition non plus. peut-être changer je sais qu'il y a des gens qui sont un peu confus, qui sont en train de se former politiquement, Qui ne peuvent laissent être pas. séduits. Oui, et nous on a eu beaucoup de retours sur ça, des gens qui nous disent qu'on les a un peu déradicalisés sur les trucs racistes et tout. Moi je trouve ça intéressant. Après bon, voilà, comme je t'ai dit, on est dans différentes sphères donc on a d'autres stratégies par rapport à Bien sûr, bien à sûr, ces bien sûr. personnes-là. Mais je trouve que tu vois, quand tu dis que tu as des témoignages de gens déradicalisés, c'est parce que c'était pas des convaincus à la base à ta cause, nécessairement, tu vois. Oui. Et c'est des gens qui peut-être sont tombés sur tes streams, sont tombés sur tes vidéos. Donc du coup, ils sont dit par curiosité, on va voir un peu ce que fait Wissam. Et là, tu sèmes une graine. Et je pense que ces Ouais. gens-là, ils sont nombreux et on les néglige beaucoup. Après, avouer, et je comprends tout à fait, je fais des productions sur Internet, ça fait quand même plus de vues d'avoir Papacito et Rojli. Nécessairement. Mais nécessairement. Je veux dire, ça fait aussi partie du calcul. Mais Faut pas- nécessairement. Mais évidemment que c'est plus de vues. Ça serait faux de ma part si je te disais le contraire. De toute façon, les résultats montrent qu'il y a fait plus de vues. Mais c'est pas notre motivation Oui, première. oui. C'est pas notre motivation première, sinon je mettrais des filles dénudées. Non, mais On si est c'est- sur Misane. Non, mais tu vois, si c'était ma motivation première dans la librairie africaine, il y a des stratégies beaucoup moins coûteuses en billets d'avion, de train et de défraiement pour mettre en place une visibilité plus forte. Mbeko, les Noirs et les Arabes en France ont-ils une grande part de responsabilité dans leur précarité sociale et économique? Oui et non. Oui et non. Non, parce que structurellement, comme l'a dit à juste titre Wissam, il y a un déficit de services publics dans certains quartiers, que ce soit au niveau de l'école, au niveau des collèges, au niveau de tout ce qui est lié à l'éducation, et au niveau aussi parfois même de police de proximité, de sécurité. Il y a beaucoup moins d'infrastructures, il y a beaucoup moins de représentation de la République dans ces quartiers-là, et du coup ça crée une inégalité territoriale. Parce que faut pas oublier une chose, quand ton collège il est victime de surcharge au niveau des classes et que tu as beaucoup moins de profs présents avec un taux d'absentéisme beaucoup plus élevé que la moyenne,
bah forcément, ça a des répercussions sur les gamins et les gamines qui ne sont pas à armes égales pour apprendre et pour progresser sur le terrain de la réflexion, de l'analyse et même de l'histoire. Donc oui, il y a un déficit chronique en termes de pouvoir public dans ces quartiers-là qui porte préjudice aux Arabes et aux Noirs. Et après, une fois qu'on fait une analyse collective et globale, il y a un comportement individuel. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité individuelle. La pauvreté n'explique pas tout et n'excuse pas tout. On a des comportements à voir. Moi, je me rappelle dans mon quartier où j'ai grandi, j'avais des mecs qui avaient mon âge à l'époque, quand moi je prenais mon sac et j'allais au collège et au lycée, eux ils vendaient du stup dans mon immeuble. Et moi je suis dans 89, donc c'est vraiment des mecs de ma génération. Certains sont devenus mes clients, pour te dire, tu vois l'ironie du sort. Et ils pissaient là. Donc tu manges là, tu pisses là, tu fumes, donc il y a l'odeur, tu entretiens un aspect nauséabond dans un immeuble qui est pas le tien, parce que toi tu habites dans un quartier un peu plus loin. Donc du coup, il y a un comportement individuel qu'il faut aussi souligner et qui porte préjudice aussi à l'image des Arabes et des Noirs. Mais la grosse responsabilité, elle est d'abord collective, au niveau des infrastructures et au niveau des services publics qui font cruellement défaut. Oui, non, mais je suis relativement d'accord. C'est-à-dire que en fait, ça dépend de la lunette que tu as. Je veux dire, moi, je vais prendre l'exemple de... Moi, j'ai été surveillant pendant des années. C'est-à-dire que, voilà, il y avait mon boulot de surveillant et à côté, j'étais étudiant et j'étais militant. C'est-à-dire que quand je suis un militant et tout, je parle des structures, je fais, ah, l'école, c'est inégalitaire. Les Noirs et les Arabes ont beaucoup moins de chances de réussir. C'est plus compliqué pour eux. Comme tu as parlé, l'absentéisme, les structures et tout, bref. Les études montrent que c'est plus compliqué pour eux et plus largement pour les classes populaires de réussir. Mais après, quand je suis à titre individuel, quand j'étais surveillant, je disais aux gamins, bon, ouais, ça va être plus compliqué pour nous, mais il faut que tu taffes, quoi. C'est-à-dire, on est obligé de faire plus. Bien sûr. Par contre, donc, c'est là où il y a la responsabilité individuelle. On va devoir faire plus. Bien sûr. Il faut qu'on agisse. Et moi, je parle aussi politiquement. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on milite. Il faut qu'on fasse des collectifs. Il faut qu'on produise des théories, des idées et tout. Il le faut. Mais il faut pas oublier que c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Totalement. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué et il faut mettre ça en avant. Et je pense que le plus efficace, voilà, pour aider, je vais toujours faire mon agissement individuel. D'ailleurs, j'ai des petits frères, je vais leur dire de faire attention. Voilà, je vais conseiller de va taffer, bouge, tu vois. Mais avec empathie et aussi, je pense que le plus efficace, ça reste la lutte politique. Mais ça, c'est notre avis à nous. Bien sûr. Il faut militer pour changer, pour faire en sorte que, de toute façon, c'est global. Individuel, tu vas avoir quelques victoires. Oui, Ça fait toujours plaisir. Hein. Moi, Oui. j'étais aussi animateur quand tu vois que t'as un gamin que t'avais à 10 ans et maintenant il est en thèse et tout. T'es en mode, ah, la fierté. Bien sûr. Mais au niveau général, faut agir politiquement. Mais tu vois, pour aller dans ton sens, la bourgeoisie en général instrumentalise les victoires dont il parle, les victoires individuelles, pour masquer les naufrages collectifs. Et ça, c'est dangereux, ça. Et ça, je reproche beaucoup de femmes et d'hommes de la communauté, que ce soit des Arabes et des Noirs, de s'être mis un peu en avant comme exemple et d'être instrumentalisé par la bourgeoisie, par la suprématie blanche et de servir un peu de cache-sexe. C'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ça aurait pu être ton cas en plus. Je veux dire. Moi, ils peuvent pas, moi. Toi, non, mais je veux dire, tu es avocat. Bien Moi, sûr. je sais pas dans ta famille, mais dans ma famille, c'est quelqu'un avocat, c'est waouh. Oui, non, ma famille, C'est la classe. Bien sûr, Tu as bien sûr, réussi. bien Donc, sûr. tu aurais pu être celui qui dit, bah, vous voyez, si vous voulez, on peut y arriver. Oui, Sauf que je pense que tu fais partie de ceux qui disent que, ok, il y a ma victoire, mais déjà, pour moi, il n'y a jamais de victoire isolée. totalement. Mais moi, j'ai fait des études, c'est grâce aussi à mes parents qui m'ont soutenu, Bien ma sûr, sœur qui m'a bien sûr. soutenu. Il n'y a pas de qui m'a donné self-made de man. l'argent. Il n'y Voilà. a pas de self-made man. Moi, je Voilà. suis pas dans cette idéologie-là. Et de se dire, bon, il y a un vainqueur, mais il y a 100 perdants. De Exactement. penser aussi aux perdants, quoi. Moi, j'ai toujours dit ma victoire a un goût de défaite. Je le dis souvent, après on me prend pour un mec, ah vas-y tu t'as raconté quand tu dis ça, mais moi ma victoire a un goût de défaite parce que initialement on était beaucoup au départ et très peu à l'arrivée. Et moi je suis un genre de mec, je partage un bol de riz à 7. J'ai grandi comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a grandi avec un esprit du clan. Et du coup ne pas avoir les miens autour de moi lors de ma réjouissance, ça me dérange. Ouais. Tu vois. C'est pour ça que je ne serai jamais instrumentalisé comme le petit Renoir qui vient sur les plateaux, qui fait la leçon aux autres. Ouais, vous avez échoué, c'est de votre faute, vous êtes des losers, vous êtes des merdes. Jamais tu me verras se faire tenir ce genre de discours. J'aurai une analyse globale et individuelle. Et en plus, en général, le individuel, je le garde en catimini. Ouais. C'est-à-dire que quand on est hors caméra, Ouais. je te tire les oreilles, je fais attention à ta manière d'être. Pas devant le bourgeois, j'évite. Ouais. Parce que moi, je suis déjà occupé à combattre la suprématie blanche et à pointer son hypocrisie. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de Mélenchon. Moi, j'aime bien les gens qui sont antiracistes. Mais tu peux pas être pour moi antiraciste sincèrement si t'es pas indépendantiste. Hmm. Il y a quelque chose qui coince. Quel est l'objectif
pour les antiracistes politiques comme vous, Wissam, à l'échelle mondiale? Quel est votre objectif concret? À l'échelle mondiale. Une fédération d'États, plus de frontières, quel est votre objectif? Mais alors, nous, dans l'idéal, en tant que décoloniaux, on pense même que, tu vois, tu parlais de nation, nous on va parler d'État-nation, et on pense même que le concept d'État-nation est à dépasser. C'est pour ça que j'en parlais. Voilà, par exemple, Zemmour va dire que l'Algérie, c'est la France qui a créé l'Algérie. Il a en grande partie tort parce que c'est les Algériens eux-mêmes qui ont conquis leur indépendance, mais il a en petit peu partie en raison dans l'idée que c'est un concept très occidental et très moderne, c'est l'idée d'État-nation. Ouais, moi je rêve d'un truc sans frontières, mais même cette distinction nord de l'Afrique, Afrique totale, ouais, bref, et les frontières entre tout le Maghreb, c'est des choses que nous on combat. Donc nous, dans notre idéal, c'est la liberté de circulation, la fin des frontières, le fait qu'on ne voit plus le monde à partir des catégories raciales, c'est-à-dire que on voit un individu noir, on n'a pas d'idée préconçue sur ce qu'il est. Après, ça c'est un objectif atteignable, ça. Ça, mais c'est pour ça que ça c'est dans l'idéal, c'est dans l'abstraction. Concrètement, aujourd'hui, pour nous, en 2026, avec moi, il y a une phrase de Lénine qui est très très importante, j'arrête pas de la répéter, c'est analyse concrète de la situation concrète. On part pas dans des grandes idées, on part pas dans l'abstraction, d'un monde imaginaire, on voit la situation telle qu'elle est aujourd'hui. En 2026, en France, on est des citoyens français, hein, même en étant noir et arabe, on vit en France, on est dans un contexte bien particulier, on a une crise économique mondiale, on a une crise de l'écologie, on a des risques de guerre un peu partout, il y a l'Ukraine, il y a l'OTAN, il y a la Palestine, c'est qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on pense que notre politique au niveau mondial consiste aujourd'hui, en tant que Français, militants antiracistes français, à s'en prendre à l'impérialisme français. L'impérialisme français, c'est l'alliance aussi avec les États-Unis, c'est l'OTAN, c'est la France-Afrique, c'est la Kanaki, c'est les guerres au Moyen-Orient. Je rappelle quand même qu'on vit dans le pays qui est le deuxième plus grand vendeur d'armes au monde, deuxième ou troisième. Bien sûr. Ça fait partie des objectifs qui sont, voilà, plutôt que d'avoir des plans sur la comète de alliance internationale entre tous les antiracistes de la planète, on a déjà un travail à faire. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est la France-Afrique, c'est dire le France CFA. Moi, c'est mon combat du moment. Il y a Survie, j'engage à aller voir aussi le magazine Survie qui travaille sur ça depuis des années. Les gens, en fait, ne se rendent pas compte à quel point c'est une dinguerie, à quel point il y a, on aime bien parler des pays africains qui sont sous-développés et tout, mais on ne s'intéresse pas au contexte. On est en France, ça devrait être, en tant qu'internationaliste, c'est nos devoirs premiers. Je dirais même que tu es un antiraciste sincère, tu es un anti-impérialiste sincère, tu dois être considéré comme un ennemi de l'intérieur. Il y a un impensé à gauche, parce que, à juste titre, Wissam parle de l'association Survie, qui avait entre autres été popularisée par François-Xavier Verschave, qui avait écrit un ouvrage sur la France-Afrique, paix à son âme qui n'est plus de ce monde, et qui a écrit et qui a expliqué un peu la mécanique de la France-Afrique avec Focard, avec De Gaulle, avec Bourguiba, avec un certain nombre d'individus qui faisaient remonter les mallettes et les diamants de Bokassa. À gauche, on a du mal avec cette lecture-là parce que la gauche en a bénéficié, notamment sous Mitterrand. Et Mitterrand a contribué à faire disparaître Thomas Sankara. Donc, il y a tout un tas de tabous du côté de la gauche qui a eu le même comportement que des droitards, qui fait qu'ils ne peuvent pas réellement questionner le franc CFA, questionner les bases militaires françaises en Afrique, questionner le rôle de la Kanaki, questionner l'indépendance des Antilles françaises, questionner Mayotte, parce que là, on est sur le tabou des tabous de la République. Là, on est sur... c'est la vache à lait de la République. Donc, on ne peut pas venir scier la branche sur laquelle on est assise. Donc, et la gauche, dans sa lutte antiraciste, s'arrête juste à faire en sorte qu'il y ait plus de noirs et d'arabes dans les boîtes de nuit ou dans les boîtes d'intérim. Poto, ça m'intéresse pas, frère. Tête de ma mère, ça m'intéresse pas. T'as vu, je vais te parler de manière un peu directe. Bosser dans une boîte d'intérim qui appartient à un raciste, ça m'intéresse pas. Aller dans une boîte de nuit, boire de l'alcool et toucher des femmes dénudées, ça m'intéresse pas. Par contre, enlever le franc CFA dans mon pays d'origine, ça m'intéresse. Ouais. Enlever les bases militaires françaises dans mon pays d'origine, ça m'intéresse. Faire en sorte que mon pays d'origine soit réellement indépendant, ça m'intéresse. Enlever la mainmise du FMI et de la Banque mondiale, ça m'intéresse. Par contre, la gauche n'en parle pas de ça, ou très peu. C'est plus compliqué, c'est-à-dire que c'est un tabou. Tu parlais peut-être des financements de Mitterrand, mais aussi parce que la gauche sait très bien que toucher à ça, aussi la Kanaki, les zones maritimes, aussi pour le contrôle de l'armée et tout,
mais c'est toucher aux conditions de vie actuelles des Français. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est-à-dire, Oui. on sait très bien que s'il n'y a plus la France-Afrique, Oui. Si on, c'est plus, mettre on à n'a mal plus- l'impérialisme français Oui. fera baisser le pouvoir d'achat des Français. Oui, Qu'ils soient noirs, arabes ou blancs. d'accord. Mais quand on parle d'égalité, quand on parle de promouvoir l'égalité, c'est une égalité qui se limite aux frontières hexagonales ou c'est une égalité qui concerne le monde? Parce que moi, personnellement, quand je parle d'égalité, je veux que à la fois un Palestinien, un Congolais, un Algérien et un Français soient traités de manière égalitaire. Et j'ai pas envie que moi, mon salut, se fasse au détriment de ces personnes. Tu vois, moi, je suis comme ça, je suis humaniste pour de vrai. Je suis pas humaniste sur le territoire hexagonal. Je suis humaniste sur la globalité de la Bien planète sûr. Terre. Donc moi, mon souci, il est beaucoup plus que récupérer 2-3 voix pour me faire élire à un poste de sénateur ou de député avec l'étiquette de gauchiste. Ça m'intéresse pas. Moi, mon problème, c'est que aujourd'hui, le capitalisme de prédation repose sur une logique où la suprématie blanche utilise son influence avec des corrompus arabes et noirs pour dominer le reste de l'humanité. Comment on combat ça? Mais moi, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma trajectoire, c'est Thomas Sankara. Ouais, Et Thomas totalement. Sankara, il avait la formule simple, c'est du champagne pour quelques-uns ou de l'eau pour tout le monde. Voilà. Et moi, je suis Exactement. plutôt sur ce choix-là. En fait, pour moi, il y a déjà d'une des questions morales et des questions éthiques. On sait tous, en fait, c'est un tabou, mais on sait tous que nos conditions de vie là très satisfaisantes reposent sur la surexploitation et la mort d'individus dans le sud. Juste nos portables, ça repose sur le travail d'enfants congolais. Exactement. Donc il y a des questions éthiques à se poser. Mais je pense, tu vois, quand tu dis ouais, mais ça voudrait dire moins de pouvoir d'achat. Mais en fait, il faut pas décorréler une lutte anti-impérialiste, c'est-à-dire une lutte qui met fin au franc CFA, qui met fin au FMI, met fin à des industries comme Total qui, en plus de détruire l'environnement, détruit des vies, ne peut s'accompagner que d'une politique. Alors là, je pense peut-être que ce sera les désaccords, mais purement marxiste, communiste, où ça questionne aussi en fait le mode de production. Oui, Pourquoi il y a de l'impérialisme? Avec une redistribution des richesses, Voilà. bien sûr. Pourquoi il y a de l'impérialisme? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi on est en Kanaki? Pour protéger le mode de production actuel. Donc je pense qu'il y a aussi un discours à avoir aux Français, parce que je pense qu'il faut aussi libérer les Français de ça. Je pense qu'en fait, il faut aussi que ça sera presque des trucs philosophiques sur le sens de la vie et tout. Mais je veux dire, regardez au nord le nombre de dépressions. Le nombre de gens qui utilisent des médicaments parce que ça va pas mentalement et tout. Je pense qu'il y a toute une réflexion aussi à faire. Mais je pense Je que, pour aller dans ton sens, je pense que la décroissance, Ivan Illich en parle très bien. C'est un auteur qui a questionné le rapport à la surconsommation, le rapport à l'avoir au détriment de l'être. Je pense qu'en Occident, on est arrivé là. Ouais. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un souci où on a des individus qui, sur le terrain du pouvoir d'achat, pour prendre ton expression, sont plus qu'à l'aise, mais ne sont pas forcément très heureux. Ouais. Beaucoup de stars de cinéma le disent. Oui, Ouais. bien sûr. Et on se rend compte que quand tu cours après l'avoir, ça se fait au détriment de ton être. Et que nécessairement, ton rapport à la consommation n'est pas lié à ton rapport à l'épanouissement. Pas parce que plus tu consommes, plus tu es épanoui. Donc bien souvent, les gens ils parlent de pouvoir d'achat, c'est vrai, mais parfois, c'est pas la solution à leurs problèmes. Et Ouais. ça, c'est des questions qui se posent pas nécessairement parce que nos politiques ne viennent pas sur ce terrain-là. Parce que ce terrain-là, c'est-à-dire les responsabiliser, les individus. Et quand tu te responsabilises, c'est un électeur en moins. Ouais. Je pense à Desporouti qui disait à chaque punchline, tu perds un fan. C'est le concept même de démocratie. Ouais, Il mais faut, il faut séduire des électeurs. c'est ça, leur c'est pour ça que je mentir. dis que c'est biaisé. Parce que, tu vois, pour rebondir sur l'actualité récente, avec les violences qu'il y a eu suite à la victoire du PSG. Moi, C'est j'étais- minoritaire. Bien sûr, Il y minoritaire. a eu évidemment. des célébrations, de la joie. Oui, mais on non. n'est pas en mode les célébrations. Évidemment, il y a eu des- On est des sauvages. Évidemment, tu vois. Et c'était intéressant de voir de part et d'autre les réactions. De l'extrême droite, à la droite, au centre, à gauche, à l'extrême gauche. Et tu vois toutes les réactions. T'as la réaction typique à droite, remigration, il faut les virer, déchéance de nationalité. Et après, de l'autre côté, l'extrême, c'est pas de leur faute, c'est la société. Donc, tu vois, c'est rigolo de voir comment une même image peut susciter des réactions totalement différentes. Et c'est là que tu vois que sur le terrain idéologique et sur le terrain de la réflexion, on est par moments à des années-lumière des uns des autres. Oui. Pourtant, on a vu la même chose. Ouais. Tu vois. Oui, mais et pour rebondir sur la question de l'impérialisme, je pense que un peu le problème qu'on a, parce que quand on parle de la fin de la France-Afrique, on voit que la fin du mode de vie actuel, et on pourrait questionner en fait notre mode de vie actuel et aussi
à quel point parfois, je veux dire, tous les ans un nouvel iPhone. Et en fait, il y a aussi des questions même, et je trouve que des Avec questions sneakers, spirituelles, métaphysiques et spirituelles. voilà. Est-ce que c'est pas une dinguerie, ça, des Ouais. sneakers Mais- addicts, d'avoir 300 paires de pompes? Ah, moi j'en ai, voilà, moi j'en ai que deux mais Non, mais- une noire et une blanche. Non, mais Mais- parce que ça, on le présente de manière fun. Ouais. Tu vois, on fait des reportages. Mamadou, Djibril, les sneakers addicts, il a 400 paires de Ouais. pompes, 200 paires de Jordan. Poto, c'est une maladie, frère. Ouais. Ce rapport au matériel. On est tous addicts, non? Non, mais c'est pour ça que je dis que ça, c'est des questionnements qu'il faut se poser et pas rendre ça cool, en fait. Ouais. Parce qu'en Mais- plus, c'est 200 paires, 300 paires, c'est des Chinois qui les sont fabriqués dans des conditions horribles. Ouais. Donc, tu entretiens une machine qui broie ton prochain. On te dit pas de pas avoir de paires de pompes. Est-ce que tu as besoin d'avoir 200, 300? Mais après, on est dans une société où il faut consommer pour exister. Mais même, tu vois, tout simplement, le travail. Tu vois, tu parlais du pouvoir d'achat. En fait, ça invite à questionner des choses qui sont, qui nous paraissent naturelles, qui nous paraissent aller de soi. Notamment, le fait de vivre pour travailler, enfin, de travailler pour vivre, et surtout dans le mode de production actuel, où c'est tellement bête que le principe de travailler pour vivre, parfois, c'est juste faire des boulots qui ne servent à rien, Ouais, qui n'ont bullshit. aucune Bullshit utilité. job. Oui, c'est le bullshit job de David Graeber, mais on en a plein des exemples comme ça, Bien sûr. qui n'ont aucun sens. Et je pense que notamment la dépression, ça vient de là-dedans. C'est que beaucoup de gens, en fait, le slogan, faut travailler pour vivre, c'est un slogan bourgeois pour justifier le fait de mettre au salariat et que eux et les profits. Mais tu vois, et ça questionne des choses. Et changer le mode de production, c'est aussi un truc tout simple qui pourrait convaincre les gens, avoir du temps libre. C'est-à-dire travailler 35 heures pour un salaire de misère et tout, juste travailler beaucoup moins et prendre du temps. Alors effectivement, tu n'auras pas la dernière 6 heures, mais tu auras du temps pour te reposer, pour voir tes amis, pour voir ta famille. Tu vois, en fait, et donc ce que je veux dire, c'est que C'est de l'être que tu Voilà. proposes, c'est pas de l'avoir. ouais, est-ce que l'anti-impérialisme ne doit pas être seulement sur le truc négatif, un peu pessimiste, en mode ah il faut détruire l'impérialisme français et tout, parce que là ça va peut-être convaincre que nous ou les gens qui ont une éthique et ceux qui ont un intérêt parce qu'ils ont aussi, ça fait partie de notre histoire. On a peut-être des amis là-bas, des gens là-bas, on connaît ça, mais ça peut aussi convaincre la population dans le Nord de dire mais votre mode de vie là, vous voyez bien que vous êtes déprimé, vous êtes tellement déprimé que vous allez de plus en plus dans des théories fascistes. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là derrière. Mais pour aller dans ton sens, tu vois, je pense que c'est pas vendeur, électoralement parlant, de vendre de l'être et pas de l'avoir. Parce que si tu vends de l'être, ça veut dire que tu dois nécessairement renvoyer l'individu à se questionner sur le sens de son existence. Et ça, il aime pas. Regardez le nombre de gens qui ont commencé à prendre du recul par rapport à leur vie professionnelle pendant le Covid, avec les reconversions. Parce qu'ils ont été contraints de rester chez eux, parce qu'il y avait interdiction de sortir. Donc du coup, le mec s'est rendu compte que avec madame, c'était pas forcément la folie, que le taf, c'était pas non plus merveilleux, que bosser à la défense avec un costume gris antarctique trop petit pour soi, c'est pas non plus ce qu'il rêvait depuis gamin. Qu'est-ce qu'il fait? Il claque sa démission, il va travailler dans le Jura, il fait apiculteur, il développe un mode de vie beaucoup plus éco-responsable, beaucoup plus en phase avec la notion de travailler pour s'épanouir et non pas travailler pour vivre. Et là, on s'interroge réellement. Mais il a fallu le Covid, en fait. Ouais. Il a fallu le Covid pour qu'il y ait des questions profondes sur le sens de son Il existence. faut des catastrophes pour que l'être humain se réveille. Bah, pour certains individus, ils ont besoin de ça. La D'autres, majorité? je peux pas quantifier, mon frère. Je sais pas. En tout cas, il y a des individus qui ont besoin d'être dos au mur, dans des situations où ils ne peuvent pas sortir, pour commencer à lire, s'interroger, et à questionner le sens de leur existence. D'autres, comme Wissam et moi, n'ont pas forcément besoin d'être dans ces situations d'extrême, pour commencer à s'interroger sur le sens de nos vies. Là, vous avez des livres hein, pour vous interroger sur le sens de l'être. Hein. La matière ici. Et c'est des questions qui se posent de plus en plus. Mais même à gauche, tu as un retour des questions spirituelles, des questions du sens et tout. Bien sûr. C'est pas anodin, c'est parce que les gens, en fait, tu dis, mais pourquoi je suis là? Il y a un moment donné, ils se posent, ils ont 40 ans, ils sont dans un boulot caissier et tout. Pourquoi tu fais ça, quoi? Je reviens juste au thème rapidement. Hein. Mm. Beko, l'antiracisme empêche-t-il les Noirs et les Arabes de s'élever par eux-mêmes? Je pense pas que l'antiracisme en tant que tel, qui est un outil de conquête sociale pour moi, soit un problème. Je pense que ce qui est un problème, c'est par moment la validation, la recherche de validation auprès de la suprématie blanche. Je fais la distinction entre les deux.
L'antiracisme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la conquête pour que dans nos quartiers populaires, il y ait plus d'égalité, qu'on est dans un discours républicain, avec des pouvoirs publics mis en place, avec une police de proximité qui travaille vraiment à la prévention, qui travaille vraiment à connaître les habitants du quartier, à pas être là uniquement dans la répression, un travail humain au quotidien et qui se fait dans une logique de respect et de bien-être. Moi, ça me parle, ça, l'antiracisme dans ce sens-là. Mais quand l'antiracisme consiste à vouloir être assis à la table des babtous et être à la table des racistes, poto, qu'est-ce que tu me racontes? Si ton antiracisme c'est aller en boîte de nuit, ou ton antiracisme c'est aller dans des endroits où on se fait recaler, qui sont des endroits qui sont pas forcément intéressants pour nous, non merci, ça m'intéresse pas. Moi je cherche pas à être validé par la bourgeoisie blanche et avoir le sentiment qu'elle m'a accepté d'être parmi les siens et qu'elle m'a donné une légion d'honneur. Parce que beaucoup d'autres cherchent une légion d'honneur aussi. Tu vois? Donc ça dépend qu'est-ce que tu mets derrière tout ça. En fait, si c'est un outil de conquête, tu peux pas être une victime. Parce que c'est un outil pour la dignité et pour la considération. Parce que quand on croit en Dieu, on part du principe, moi je pense que vous croyez aussi en Dieu comme moi, que Dieu nous a créés tous de manière égale et que s'il a fait des cultures différentes, c'est pour nous reconnaître. Moi je pense ça. Après je sais pas si c'est valable pour vous, mais je présume que c'est le cas. Donc du coup, tu peux pas être raciste quand tu crois en Dieu. C'est pas possible. Même rationnellement, c'est pas... C'est pas possible. Parce que Après, dans les faits, il y en a qui le sont. oui, il y en a qui mais le oui. sont, mais pour moi, c'est Ça une n'a pas de inculture. logique. Pour toi, Ça c'est n'a pas de illogique. logique. Pour moi, c'est logique. Ça a Si pas tu de crois logique. vraiment en Dieu, qui est sincère dans ta démarche, et que tu as un rapport au divin qui est sain, qui est pas une posture pour être bien vu, tu peux pas être raciste. C'est antinomique. Et partant de ce postulat-là, quand tu es dans une démarche réelle et sincère, bah forcément, tu vas accepter l'autre dans sa différence, parce que tu sais que c'est une création de Dieu, et que Dieu a donné du bien à cette communauté. Ça n'existe pas une communauté qui est forcément négative, qui est que négative, qui n'a pas de richesse, qui n'a pas de puissance, ça n'existe pas. Chaque civilisation, chaque communauté a de la grandeur, a de la puissance, a de la vertu. Donc il faut s'en inspirer, il faut aller la chercher, il faut aller questionner, il faut s'en abreuver. Quand tu fais ça à ce moment-là, oui, ça m'intéresse, cet antiracisme progressiste. Mais l'antiracisme qui consiste à avoir des quotas, qui consiste à avoir des petites places, des petites miettes, s'il vous plaît, et t'es reçu après à l'Élysée, on te met une décoration. Ah, poteau. Bah, oui, non, mais après, ça. Moi, je suis pas dedans, tu vois. Voilà, ça dépend de ce que tu entends par l'antiracisme et quels différents. Tu vois, est-ce que ça empêche de s'émanciper? Je pense que SOS Racisme a empêché de s'émanciper les Noirs et les Arabes. Bah oui. Mais déjà, parce que le SOS Racisme, c'est pas les Noirs et les Arabes. Déjà, juste le slogan, touche pas à mon pote. Mais bien sûr. C'est quelqu'un qui parle pour toi, tu vois. Bien C'est sûr. un blanc, il dit touche pas à mon pote. C'est du paternalisme dans toute sa splendeur. Par contre, l'histoire de l'antiracisme radical, les théories radicales noires, l'antiracisme en France et tout, je suis désolé, je veux dire, les Black Panthers, Totalement. c'est ce qui a permis de s'émanciper. Et donner une certaine virilité, une certaine ça. dignité. C'est ça. Donc, pour moi, c'est toujours pareil. C'est comme un couteau. Un couteau, ça peut servir à trancher la gorge de ton prochain et couper une mangue et partager avec ton prochain. J'aime l'image. Tu vois, tu peux Oui. tout faire avec un couteau. On sait que nous, dans tous les courants, et notamment dans l'antiracisme, t'as différents courants. Tu vois, un antiracisme libéral qui voudra s'intégrer dans le capitalisme, et t'auras un autre un antiracisme libéral qui voudra s'intégrer dans le capitalisme. C'est-à-dire que nous aussi, on peut devenir des patrons. Moi, j'ai du mal avec ça. Je suis en mode, non, mais de toute façon, ok, il peut y avoir des Noirs ou des Arabes patrons, ça restera une minorité, et le système est mis en place pour que la majorité reste des prolos. Et tu peux avoir un antiracisme révolutionnaire tel qu'a été notamment le Black Panther, mais pas seulement, avec l'idée que tant qu'il y aura ce mode de production-là et tant qu'il y aura ce capitalisme-là, il y aura du racisme et on sera toujours relégué dans les strates les plus basses de la société. Donc, en fait, et après, ça dépend aussi de quel est l'objectif. Par exemple, est-ce que le racisme considère les Noirs et les Arabes comme des victimes éternelles? Non. Parce que déjà, nous, on a une analyse historique du racisme. C'est-à-dire que on ne pense pas que le racisme est intemporel, qu'il a toujours existé. Il y a toujours eu de la xénophobie, mais il faut pas confondre xénophobie et racisme. bien sûr. Mais nous, on pense qu'il y a eu un début, il y a eu des prémices, hein. Il y a eu des éléments et tout, avant de devenir un système et avant vraiment d'organiser la société et faire que le monde dans sa globalité a une vision raciale de la société. Mais on pense que ça peut dépasser. Et aussi, en fait, il faut distinguer le fait d'être objectivement victime de quelque chose. Et on peut dire que les Noirs et les Arabes en France sont objectivement victimes Mais par le passé, les Noirs et les Arabes, par exemple, sur la terre de leurs ancêtres, ont créé des empires, Bien sûr. ont développé la science. Bien Donc sûr. en fait, un jour, ce sont des victimes et le lendemain, ce sont des conquérants, des créateurs ou du moins des... Mais c'est pour ça que, tu vois, c'est toujours intéressant de savoir d'où parles-tu, camarade. Parce que si tu analyses l'histoire des Noirs avec le prisme occidental, oui, nécessairement, tu es renvoyé au racisme et tu es renvoyé aux plus basses tâches en termes de travail et de considération.
Mais si tu analyses le monde par rapport aux Orientaux ou aux Africains et par rapport à ceux qui ont des empires avec des royaumes et avec une histoire millénaire sur un territoire bien défini, et que c'est pas Bernard Lugan ou Fernand Nathan qui raconte l'histoire, bah forcément c'est pas la même perception. Donc tout dépend de qui parle. Parce que lui, celui qui parle, il a forcément une idéologie, consciente ou inconsciente, qui va venir imbiber son discours. Mais après, moi, ce discours sur les gloires passées et tout, moi je peux le comprendre parce que face à tout le discours de la suprématie blanche qui essaye de dire que les Arabes et surtout les Noirs n'ont pas d'histoire, n'ont pas de civilisation, n'ont pas de grandeur. Discours de Dakar. Voilà, je comprends 2007. l'intérêt. Voilà, et par exemple, les travaux de Cheikh Anta Diop, ça sert notamment à ça. C'est-à-dire, mais attendez, arrêtez de faire croire que on n'a jamais existé, on n'a jamais produit des savoirs ou que sais-je. Et surtout que, en fait, il y a tout un rapport à l'écrit, il y a une discréditation on discrédite des savoirs oraux et La les transmission transmissions orales. Bien Voilà. sûr. Donc, moi, je peux comprendre ça. Mais après, ça peut avoir des mauvais côtés. C'est-à-dire on le voit notamment avec les Arabes. C'est-à-dire, beaucoup, on reste attaché déjà à l'Andalousie. Il y a que ça. Je veux dire, il faut pas être comme les fachos, être seulement passé. Ça peut servir à inspirer, mais les gars, maintenant c'est l'avenir. Ça, on peut pas revenir à l'Andalousie. Il faut imaginer d'autres choses. Tu vois, il faut être sur le temps présent et aussi, ça peut servir, parfois à se sentir supérieur. Ah, bien sûr. Les Arabes avec les Noirs, l'esclavage, Oui, bien sûr, on bien vous sûr. a, voilà. Donc moi, je peux comprendre l'objectif, je peux comprendre l'intérêt, notamment pour se rehausser face à tout un truc d'humiliation. Mais je pense que aussi, il faut penser. Déjà, je trouve qu'on réfléchit trop en termes seulement occidental, c'est-à-dire que on était digne parce qu'on était puissant et on dominait les autres. Mais on peut imaginer autre chose, quoi. Bien sûr. Il y a encore aujourd'hui des populations, notamment en Amérique du Sud, qui ne dominent personne et je les trouve tout aussi dignes, notamment parce qu'elles ont un mode de vie plus égalitaire, plus ouvert et tout. C'est Et Pachamama, ça. C'est les gens qui sont dans la Pachamama, dans le Ouais. rapport à la terre, à la mer. Ouais. Je donnais l'exemple, par Oui, exemple. oui, non, mais je suis d'accord. La Chine qui a inventé l'imprimerie, qui a été reprise en Europe, le papier, enfin. Mais il y a je veux toujours dire, une transmission des dans le monde savoirs. entier, voilà, ouais. il y a eu des- Bien Non, sûr, mais c'est le truc, savoir. Rushdie qui croit que c'était seulement les Blancs qui ont inventé la pensée, la réflexion et tout. Et là, faut notamment, je vous invite à lire David Graeber, Au commencement était, qui est extraordinaire sur ça, mais de montrer que non, en fait, ça a toujours circulé. Et même les fachos ne se rendent pas compte que le savoir a toujours circulé. On parle aujourd'hui de mondialisation, mais avant 1800, c'était pas coupé. Je veux dire, ça La langue circulait. française est composée de plus de 2000 mots arabes, Il y avait déjà des anglais, musulmans en italien. France, Ça voilà. n'a aucun sens pour moi le racisme. J'ai une dernière question, je suis obligé de l'aborder. Hein. Question un peu tabou à gauche. Les élections présidentielles en 2027. Question de l'immigration, la montée du RM. Est-ce que une personne qui est opposée à l'immigration est-elle forcément raciste, Mbeko? Non. Non, parce que comme l'a dit tout à l'heure Wissam, le racisme, quand on prend la définition initiale, c'est adhérer à un système qui repose sur la hiérarchisation des êtres. Donc tu peux être opposé à l'immigration sans adhérer à ce système et sans croire que les Blancs sont supérieurs aux Arabes et aux Noirs. Oui, Sam. Bah, tu peux individuellement être convaincu d'être antiraciste dans l'idée que non, il n'y a pas de supériorité et tout. Sauf que, bah, déjà, opposé à l'immigration, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, voilà, il y a différentes facettes de ça. Immigration illégale, immigration tout court et tout. Mais après, je pense que dans tous les cas, les incidents seront racistes. C'est-à-dire que, surtout aujourd'hui, ça joue dans l'imaginaire que l'immigration est un problème. Et ça, c'est un discours sur lequel il faut combattre. Il faut s'opposer à cette idée-là que l'immigration, parce que quand on vous dit il faut arrêter l'immigration, en fait, pourquoi il faut arrêter l'immigration? Mais moi, je vais dans ton sens. Je pense que tu vois, cette question, elle est intéressante parce que quand on parle d'immigration, rappelez-vous, février 2022, on a la guerre d'Ukraine qui débute. Ouais. On accueille des Ukrainiens. Ouais. On est fiers français d'accueillir ces Ukrainiens. En général, c'est des blonds aux yeux bleus. Là, ça dérange personne. Ils crient la politesse à tout le monde dans les préfectures. Moi, j'ai vu des scènes assez incroyables avec un couloir réservé pour les Ukrainiens. Ah ouais. Des trucs hallucinants. Mais à la limite, ça me dérangeait pas dans le sens où ils sont dans une situation d'urgence, il y a des bombardements chez eux, on fait preuve d'humanité. Donc c'est ça qui me dérange, moi, fondamentalement. C'est la hiérarchisation. Et moi, je l'ai questionné, ça, dans les préfectures. Je l'ai questionné aussi au niveau administratif, dans les salles d'audience. Et tu vois, la bourgeoisie, elle est mal quand tu lui poses la question frontalement.
Parce que tu dis, bon, il y a des Arabes et des Noirs, il y a des Pakistanais, il y a d'autres non-blancs qui sont là depuis des générations, qui n'ont pas ces traitements-là à la préfecture, qui de temps en temps viennent à 5 heures du matin pour avoir 20 tickets alors qu'ils sont 400. Moi, je fais partie de ces gens-là. Moi, j'étais naturalisé à 16 piges. Avec mes parents, notamment ma mère, on allait faire l'accueil à la préfecture. Et on était convoqués à 9 heures. On venait à 6 heures du matin, on avait des couvertures sur nous, tu vois. Est-ce qu'on méritait un tel traitement? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre un peu plus de dignité, de respect à la préfecture des Bobigny pour pas mettre aux gens, lorsqu'ils viennent régulariser leur situation, et c'est des gens qui travaillent, qui sont insérés. Ma mère, elle travaillait dans différents boulots pour qu'on puisse manquer de rien, mes frères et sœurs et moi, comme des milliers de familles monoparentales. Est-ce que mettre en place un endroit où il y a de la dignité et du respect, c'est possible? Au pays des droits de l'homme, tout ce que nous demandons. Et quand tu questionnes la bourgeoisie sur ses contradictions, bah, elle est mal à l'aise. Parce que elle peut pas se Est-ce que ce gargarer. serait un sentiment naturel d'être solidaire des gens qui vous ressemblent? Plus solidaire des gens qui vous ressemblent. C'est ce Moi, qu'ils je- disent à l'extrême droite, très souvent. Moi, je pense que c'est naturel parce que le racisme l'a rendu naturel. C'est une construction, tu te soucies uniquement des gens qui te ressemblent. Pourtant, la Parce que tu xénophobie- penses que tu as ouais. subi les mêmes choses. Je pense Exactement. que tu vois un rebeu, tu vois un musulman, tu vois un renois, Exactement. tu te dis, ah, T'as toi une aussi solidarité, t'as subi ça t'as une dans un solidarité contexte. d'opprimés. Ouais. Il y a une certaine solidarité d'opprimés qui découle même de la pensée suprémaciste. Ouais. Donc, fonctionner ainsi, c'est jouer le jeu de la suprématie. Ouais. Moi, personnellement, j'essaie d'être vraiment, mais vraiment, vraiment un travail que je fais sur moi. Je dis pas que j'arrive tout le temps. Je serais pas on est honnête, on a une discussion en transparence ici. Mais j'essaie d'être vraiment aveugle aux couleurs. J'essaye vraiment d'être aveugle aux couleurs. De donner du crédit à l'être humain en face de moi, indépendamment de sa foi, de sa barbe ou pas de barbe, de sa couleur de peau, de son sexe. Je fais un travail sur moi de déconstruction au quotidien, dans mes interactions avec les gens, d'accorder du crédit à l'humain, et après de voir ce qu'il est, quelqu'un d'intéressant, pas d'intéressant, c'est un autre débat, mais de vraiment être allergique, d'être intolérant ou d'être aveugle à la couleur de peau. C'est un travail sur moi que je fais. Pour revenir, je vais rebondir après sur ça, mais pour revenir sur la question de l'immigration, en fait, ça fait partie des sujets qu'on ne questionne pas. C'est-à-dire, il faut arrêter l'immigration, ou il faut la contrôler. Et c'est, pour les gens, une vérité, quoi. Ben, on nous l'a toujours dit. Toute notre vie, on a dit qu'il fallait arrêter l'immigration. Alors la proposition de gauche, ça serait d'être le plus tolérant possible, on essaye d'accueillir le plus de gens possible, mais c'est vrai qu'il faut contrôler les frontières. En fait, il y a la question qu'on se pose jamais, c'est pourquoi il faut contrôler l'immigration? Quelle est la raison pour laquelle il faut contrôler l'immigration? Ah, mais parce que l'immigration pose problème. Elle pose problème sur quoi? Sur le travail? Mais le travail, ça veut dire déjà, les études montrent que les gens qui viennent immigrer, ils occupent les boulots que ne veulent plus occuper les gens qui sont là depuis certaines années, parce qu'ils ont eu des diplômes et tout. Ils sacrifient leur santé. Voilà, et qui sacrifient. Mais aussi, mais attends, mais si t'es de gauche, si t'es marxiste, tu comprends que le problème sur le travail, c'est pas les immigrés. C'est que tu te fais voler une partie de ton travail par ton patron, par la bourgeoisie. Donc, même sur le travail, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous pensez sur ceux qui disent justement le patronat a besoin d'immigration? Mais le patronat a besoin, en fait, le patronat a besoin de main-d'œuvre concurrence. docile. Voilà. Le patronat a besoin simplement d'une concurrence. Mais ça, c'est un n'importe argument quelle utilisé pour dire il faut pas qu'il y ait d'immigration parce que justement le patronat veut exploiter ses immigrés alors que les autres Français vont être moins payés. Mais en fait, c'est quoi ton objectif? C'est un argument que vous Oui, proposez. non, mais c'est quoi ton objectif? C'est de t'en prendre aux immigrés ou t'en prendre au patronat? Partons même du principe que ça sert un peu les intérêts du patronat. Comme ça, ils peuvent jouer sur la concurrence entre ouvriers et revoir à la baisse les salaires. Mais normalement, si tu es de gauche, tu es révolutionnaire, tu comprends que la contradiction principale, c'est la bourgeoisie et le patronat qui est en train de te surexploiter plutôt que l'immigration. Et que le combat pourrait être même, au contraire, hein, c'est ce que disait Lénine déjà au début du siècle dernier, veut dire plutôt que de vouloir virer les immigrés et que le patronat joue sur l'immigration pour faire baisser les salaires. Tu exiges égalité de salariale avec les gens qui arrivent. Voilà. C'est un vrai combat de gauche. Le patronat ne peut plus jouer sur l'immigration pour faire baisser les salaires si tu exiges « Ah, mais le gars qui vient d'arriver, il va avoir le même salaire que moi. On est ouvrier, on est solidaire. » Mais normalement, c'est ça les combats. Donc, même sur le truc du travail, et on rappelle que, bon déjà, il faut voir comment s'organise le travail, comment on occupe les gens à fait des travails qui ne servent à rien, comment les travaux les plus difficiles sont réservés notamment aux immigrés, 36 degrés, là, la semaine dernière, ils étaient sur les chantiers et tout. Est-ce que veulent pas faire les Français? Mais il faut rappeler quand même la contradiction principale, normalement, si t'es de gauche. Pour rebondir sur le patronat. En fait, on a un patronat qui est schizophrène en France. Prenons l'exemple de Martin Bouygues. Martin Bouygues, c'est à la fois TF1, avec les discours qu'on connaît, LCI, les discours qu'on connaît, et en même temps Bouygues Bâtiment, avec la construction. Donc tu vas avoir d'un côté un discours avec
pas d'immigration, on n'en peut plus des Arabes et des Noirs. En même temps, une surexploitation de ces Arabes et des Noirs dans leurs entreprises. Ouais. Ça, c'est vraiment, tu vois, tu prends le cas de Martin Bouygues ou la Bouygues Family. C'est la bourgeoisie française qui joue ce jeu-là aujourd'hui. Bien sûr, c'est pour ça que je te dis que le patronat a un discours qui est assez rigolo, c'est que tu vas avoir un discours sur les plateaux ou dans les salons anti-immigration, avec une virulence à l'endroit des immigrés qui est assez forte, avec la rémigration et tout ce qui s'ensuit, le grand remplacement. Et en même temps, sur le terrain, quand on récupère le terrain, l'analyse marxiste, toi, patron, oui, construction, tu passes par cette population via des sous-traitants que tu exploites pour mener à bien tes projets, parce que tu veux pas que tes enfants fassent ces boulots-là. Pourtant, il faut que tu saches où tu mets tes pieds. Ça a été le cas en Italie, hein. Meloni, au pouvoir, a quand même dû faire appel à Mais une bien immigration sûr. pour occuper les emplois que personne voulait. Mais encore une fois, il faut défendre leurs droits à eux. C'est ça une vraie politique internationaliste et solidaire. Mais même aussi sur l'insécurité, parce qu'on va me parler de l'insécurité et tout, les études sociologiques montrent qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la sécurité. Et il faudrait posons vraiment la question de la sécurité. Donc posons les questions des conditions matérielles des gens, mais aussi de la fonction de la police. Parce que, en fait, il y a aussi des réflexions à avoir là-dessus. La fonction de la police et de la justice, ce n'est pas de faire en sorte que les gens soient en paix et heureux. La fonction de la police, de la justice, de la prison, c'est de préserver l'ordre bourgeois. C'est de préserver l'ordre tel qu'il existe aujourd'hui. Et dès qu'il y a des contestations, mais on le voit, regarde, dans les quartiers, quand ils essayent de s'organiser, c'est tout de suite criminalisé. Les musulmans, on a tout fait pour les criminaliser, pour les traiter d'islamistes, pour les rendre illégaux. Il y a tout un travail qui est fait pour ça. Donc, le truc de l'immigration, veut dire, même inconsciemment, en fait, il y a des gens qui inconsciemment vont se dire, ah oui, c'est vrai qu'il faut contrôler l'immigration sans être raciste. Parce que c'est le discours qu'on a sans cesse répété. On peut pas accueillir toute la misère du monde. Comme si, en fait, toute la misère du monde allait venir en France. Ça Je me n'existe fais pas. l'avocat du diable. En termes de nombre, Mais il y oui, a des limites ou il n'y a pas de limites? mais il n'y a pas de limite. Mais Mais sinon, déjà, il faut s'il n'y a savoir. pas assez de logements construits. Non, mais déjà, on est en France, il y a le nombre, on a fait une émission sur ça, sur Zavoprod, le nombre de logements vacants. Déjà, faut se rendre compte que, sans parler d'immigration, c'est un crime qu'il y ait des gens qui dorment dehors quand on sait qu'il y a des logements vacants. Mais ça, ce n'est pas un problème. Déjà, faut se rendre compte que, en fait, la terre entière ne rêve pas d'être en France. Je pense que les gens qui sont dans d'autres pays, s'ils peuvent rester dans leur majorité dans leur pays et vivre tranquillement avec leur famille, leurs amis, ils préfèrent ça. Tu vois, généralement, c'est des gens qui partent dans des conditions qui sont pas sympas. Ensuite, pour moi, il y a la liberté pour les gens de déplacer. Je veux dire, on pose pas la question des habitants de France qui vont aller vivre aux États-Unis, qui vont aller vivre en Afrique du Sud. C'est des expatriés. Ouais, c'est des expatriés. Ça pose pas de Ils problème. ont un vocabulaire qui leur appartient. Et La suprématie blanche a bien hiérarchisé les choses. ouais. Quand toi, t'es un blanc dans un pays du Sud, t'es un expatrié. Parce que t'as le pouvoir d'achat qui va avec. Par contre, quand t'es quelqu'un du Sud dans les pays du Nord, t'es un immigré. Parce que c'est comme ça que la suprématie blanche fonctionne en termes d'appellation, en termes de classification des individus. Et nous, par moment, on reprend ce vocabulaire sans même avoir conscience de la dangerosité et de la puanteur qu'il y a derrière. Est-ce que l'immigration des cerveaux du Sud n'affaiblit-elle pas les pays du Sud? Oui, mais l'immigration des cerveaux, elle est liée à la France-Afrique. Oui. Quand on a développé des pays, les pays africains ont été développés sur un mode qui est très simple. C'est matières premières extraites, matières premières vendues dans des devises américaines ou devises européennes aux puissances étrangères. Avec maintien d'un système monétaire qui domine ces pays-là, puisque la monnaie n'est pas battue par ces pays respectifs. Donc ce qui veut dire que si tu veux récupérer, toi, une légitimité, une souveraineté monétaire, tu ne peux pas, puisque tu dois vendre soit en dollars ou en euros à des puissances occidentales. Donc nécessairement, le développement endogène est impossible. Parce que l'économie, tu ne la maîtrises pas. Ce qu'a fait l'Algérie, c'est-à-dire l'Algérie avec sa propre monnaie, n'a plus de dette aujourd'hui. Et même l'Algérie a aidé certains pays africains pour assainir leurs comptes. Beaucoup de pays africains ne peuvent pas le faire pour l'instant. Et l'Algérie est un modèle là-dessus. Je dis pas que l'Algérie est un modèle sur tout, mais sur cette souveraineté monétaire et sur cette souveraineté au niveau de son espace, c'est super important, c'est super intéressant de s'intéresser à ce que font les Algériens. Parce que cette capacité à pouvoir dire non aux institutions de Bretton Woods, que sont le FMI, la Banque mondiale, en leur disant que ce que vous nous proposez avec vos politiques d'ajustement structurel, c'est nous enfermer dans la privatisation de nos espaces pour que vous puissiez, vous, avec vos entreprises privées, vos multinationales, venir chez nous et nous imposer vos dictats, nous n'en voulons pas. Donc nous allons développer un pouvoir public fort, avec des infrastructures
pour éduquer nos populations et développer nos espaces. Mais le problème, c'est que l'impérialisme ne supporte pas toutes les velléités qui reposent sur une souveraineté monétaire, une souveraineté militaire. Faut voir comment on diabolise l'Iran, parce que l'Iran va avoir le bouton rouge. Oui. Donc vous, occidentaux, pour avoir le bouton rouge, nous ne pouvons pas avoir le bouton rouge. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est sur CNews, vous avez des blancs qui sont réunis et qui disent eux, ils peuvent pas avoir le bouton rouge, nous, on peut avoir le bouton rouge, eux sont des êtres inférieurs, nous, on est des êtres supérieurs. C'est ça la suprématie blanche. Non, mais il y avait un exemple concret, c'est-à-dire que Macron était devant le sous-marin nucléaire et justifiait la construction d'un nouveau nucléaire sous prétexte que pour être respecté, il faut être craint. Mais ça marche pour la France. L'Iran n'a pas le droit à cette même logique. Ils ont même pas le droit d'avoir de missiles. Oui, oui, donc, Mais c'est qui fixe les Ils ont pas règles? le droit de se défendre. oui, oui, oui. Faut interroger qui fixe les règles. Ouais. C'est toujours pareil. C'est pour ça que moi j'aime bien la démarche de Kim Jong-un 2, Corée du Nord, qui pour moi, lui, la Kaira des Kaira, c'est lui. Lui, c'est bon. Après, une fois de plus, je n'idéalise pas ce monsieur, entendons-nous bien. Non, mais ils ont compris que, vu l'histoire de l'Occident, ils ont compris que pour éviter une invasion américaine ou que sais-je, tu dois avoir l'arme nucléaire. Voilà. Je veux dire, si vous voulez pas l'arme nucléaire, arrêtez les interventions occidentales. Exactement. Voilà. Et moi, j'aime bien ce côté de, on a compris comment vous fonctionnez. Dans votre barbarie, on a vu ce qui s'est passé avec Hiroshima, Nagasaki, alors que la guerre était terminée. Faut expliquer que la guerre était terminée. Mais la Corée du Nord a été aussi bombardée par les US. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, dans votre barbarie et dans votre manière de voir le monde, binaire, on va se protéger. Comme ça, si vous venez, nous aussi, on y va. Et juste Et moi, j'aime beaucoup ça. sur l'immigration des cerveaux, mais ça, c'est l'immigration qu'ils veulent, hein, les Occidentaux. Hein, veut dire, ils sont très très contents d'avoir ça. D'avoir nos Donc, médecins, oui. d'avoir nos ingénieurs. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut donner les moyens aussi. En fait, mais c'est dans un échange égal. Et qui ne peut pas fonctionner dans le capitalisme. Le capitalisme repose sur l'idée qu'il y a un centre riche, qui est le Nord, dominé. voilà, et qu'il y a une périphérie qui est sous-développée. Bien sûr. Pour qu'il y ait un centre riche, il faut obligatoirement une périphérie Dominé. qui soit voilà, sous-développée et qu'on va surexploiter. Pourquoi on a du café pas cher? Parce qu'on va payer des paysans d'Amérique du Sud 1 centime de l'heure. Donc il faut, mais donc, je veux dire, c'est ce que je dis souvent, c'est ce qu'on dit souvent aux fachos. Vous voulez plus vraiment d'immigration? Bah, participez à un monde plus égalitaire. Les gens viendront moins. Après, moi, je suis pour la libre circulation des gens. S'il y a des gens qui veulent circuler, dans toute l'histoire de l'humanité, les gens ont circulé. Il faut Bien que sûr. les gens se rendent compte de ça. Bien sûr. Mais après, je pense que on en reviendra encore à la question de tout à l'heure concernant l'avoir et l'être et la question de la dépression, du rapport au matériel, du pouvoir d'achat. Combien sont vraiment prêts à remettre en cause leur mode de vie et à vivre avec beaucoup plus de sobriété que ce qu'ils vivent actuellement? Combien? Merci, messieurs. Qu'avez-vous pensé de cet échange et ce débat? Bah écoute, moi déjà je suis enchanté d'avoir rencontré Wissam, que De je même. connaissais de par les vidéos, et moi j'apprécie son travail, j'apprécie ce qu'il met en place avec ses camarades. Votre émission aussi, j'apprécie. Donc merci de m'avoir invité, et je suis très heureux d'avoir participé à cet échange, et j'espère qu'il y en aura d'autres. De même, alors je pense que tu aurais espéré, ou peut-être le public aurait espéré plus de désaccords. Mais moi, je pense qu'il y a des désaccords un petit peu, mais assez cordiaux. On est du même côté. Et À partir du moment où t'es pour l'indépendance de la Kanaki, mon frère, je peux pas m'en passer, tu vois. Pour moi, t'es cohérent. Pour moi, il incarne la gauche cohérente. Parce qu'il y a une gauche de confort et il y a une gauche cohérente. Et pour moi, Wissam incarne la gauche cohérente. C'est-à-dire qu'on va au bout de la logique pour tous les individus sur Terre, pas uniquement pour les individus dans l'Hexagone. Mais en tout cas, au plaisir et peut-être un jour chez nous. Librairie africaine, on va t'inviter avec plaisir. On va t'inviter avec plaisir. Mais nous aussi, on fera une on belle y avait émission. déjà pensé, on y avait déjà pensé. Moi, je suis à vos dispositions. Et nous, on aime, peu importe les désaccords qu'il peut avoir et qui sont parfois minimes, on aime que des Rebeux, des Renois, des Asiatiques, des Roms s'organisent par eux-mêmes et fassent leur émission avec leur mot d'ordre, Bien sûr. avec leurs pensées, avec leurs priorités. Bien sûr. Et nous, ça, c'est un truc à encourager dans tous les cas. Ah quoi. ouais, mais j'ai vu qu'il y a le paternalisme, tu détestes ça. Ah ouais. J'ai vu clairement que quand on te prend par l'oreille, qu'on t'explique la vie, t'aimes pas trop ça. Merci, messieurs. On termine sur cette note positive. Alors, pour les spectateurs, restez connectés sur Mizan TV. Hein. Pensez à vous abonner sur toutes nos plateformes. N'hésitez pas donc à nous soutenir financièrement. Le lien est en description. Et puis, à tous, à très bientôt.